Et quelqu'un représente des génies, il ne peut pas faire tout ce qu'il veut. C'est un charlatan, c'est un menteur, c'est même un bandit. L'électricité au Cameroun, comment ça se passe? On la produit au niveau des barrages. À Sonatrach transporte cette électricité. Et Eneo ne fait que distribuer cette électricité. Eneo ne peut rien faire. Il y a même des endroits qu'on localise comme ça, dépôt d'ordures. On localise ton quartier avec dépôt d'ordures. Bon, moi ça me donnerait pas trop envie de te rendre visite, mais bon. Construire coûte cher. Quelqu'un vient souvent te voir là que non, moi je vais faire un truc simple. Simple c'est quoi? Machin, mon c'est une discipline olympique. Ingénieur, c'est quand même un métier. Parce que aller se dire que je vais faire un métier dont le nom a pour racine génie, il faut avoir un certain cran. Ouais, c'est quand même vrai. Les gars qui sont ingénieurs doivent de temps en temps, pour rien comme ça, tu commences à utiliser des gros mots. Tu commences à parler seul. Tu commences à faire les calculs sur le mur. Il faut quand même qu'on comprenne qu'il y a le génie en toi. Oui. Même si tes gens les faux calculs, même si tu écris des choses qui choquent, tu commences à dire que vraiment, tu changes même de ton. Tu parles, mais tu cherches l'arabe, tu apprends, tu commences à te le donner un mot en arabe. Tu dois sortir du commun. Voilà, parce que tu es génie. Tout est génie civil à la base. Parce qu'on passe souvent d'architecte, de topographie et tout. À la base, il y a le génie civil. Et vu que ses pouvoirs sont très importants, il a préféré les répartir. Et de là naît le topographe, l'architecte, l'urbaniste, tous les autres corps de métier. Il y a des gens qui construisent des tunnels sous la mer. Comme Boileau disait, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Moi, je vais dire ce qui se conçoit bien se réalise facilement. Tu parles souvent du potentiel infini de l'être humain. Tout ce que tu peux faire, tu peux le faire de manière extraordinaire. Donc même si je sais pas, tu es commerçant, tu es motoman, fais ce que tu veux, tu peux faire tout ce que tu veux. Le premier problème qu'on a dans le bâtiment, c'est qu'ils sont pas tous construits par des professionnels du métier d'ingénieur comme moi. Je ne parle pas de celui qui a pris la maçonnerie et qui du coup connaît tout le bâtiment. Non, le premier problème c'est que moi je veux construire, je n'ai pas assez d'argent. Ce qui fait que je vais chercher quelqu'un qui peut me faire le travail moins cher. Sauf que c'est comme quand tu pars au marché, on te propose le même article, quelqu'un te dit 2000, l'autre te dit que non, je vends à 25 000. Tu achètes pour 2000, mais tu sais quand même que c'est bizarre. Bon, je vais aimer savoir que ce n'est pas le génie milliard comme on pense. Si tu gagnes 100 millions là maintenant, tu fais quoi avec? Investir. J'achète, j'ouvre un bar, un restaurant, quelque chose pour aider, quelque chose pour gagner de l'argent, quelque chose qui va me permettre de ne pas trop travailler, même comme je pense que c'est aussi un peu de travail, mais j'investis. Ok, mais c'est pas aussi trop beau comme réponse. Mais si tu te fais pas plaisir, tu ne t'amuses pas. Tu sais, le bar militaire, il pense d'abord investir, n'est-ce pas? Oui. Mais c'est vrai, je vais forcément te faire plaisir quand acheter quelque chose. Tu vas te faire un peu de folie. Biscuits, 3 bonbons. Ok. Si tu pouvais supprimer une habitude chez toi, ce serait quoi? Trop réfléchir. Tu réfléchis trop. Il y a des moments où faites ce que tu as envie de faire, oui. De réfléchir. N'anticipe pas trop. Oui, je vois un peu. Être célèbre ou bien être riche mais pas connu? Être riche mais pas connu. Ouais, tu fais quoi avec la célébrité? Être riche mais pas connu. Il y a pas, je vois pas le débat, mais être riche mais pas connu. Pas que tout le monde préfère être riche mais pas connu. Ok. Lire dans les pensées ou bien voir dans le futur? Lire dans les pensées. C'est pourquoi? Parce que là, je peux être avec toi comme ça, je sais à quoi tu es en train de penser. Ça me permet de mieux anticiper. Ça me permet de voir la question qui vient. Alors que si je vois dans le futur, je peux voir quelque chose qui va me faire peur. Mais même dans les pensées, tu peux trouver des trucs qui vont te faire peur. Là-bas, moi, je pourrais gérer. Je peux fuir. N'est-ce pas? Ok. Et les animés ou les séries? Les séries. Les séries. Ton animé préféré, ta série préférée, ton film préféré? Animé préféré, Naruto Shippuden. Ma série préférée, c'est compliqué, mais je vais dire, pour être classique, Game of Thrones. Et mon film préféré, Avengers Endgame. Ok. Et ça t'arrive souvent de parler seul? T'en arrives pas à qui? On n'arrive pas à quel adulte qui a de l'ambition. Et dans quel cas de figure tu te retrouves à parler seul? Quand tu commences à réfléchir, après tu vois que ton idée t'en donne pas, tu sors un truc, mais ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que j'ai dit? Donc dans des réflexions comme ça, comme j'ai dit tout à l'heure, je réfléchis quand même beaucoup. Donc à la fin de la réflexion, quand il faut conclure, non, ça ne donne pas, ça ne donne pas. Ok, d'accord. Et pour finir, TikTok, Facebook, YouTube ou Instagram? Mon réseau préféré ou celui que tu veux? C'est forcément Facebook. Non, YouTube.
YouTube. parce que c'est quand même plus ouvert. Mais je crois que celui que j'utilise le plus, c'est Facebook. Facebook. On me dit souvent que je suis un peu vieux dans mes réseaux, mais c'est un peu ça. Ok, merci de t'être prêté à ce jeu. Salut à toi et bienvenue sur Dioson d'abord. Ici, nous Dioson de mindset, d'Afrique, de société et bien d'autres. Donc, si tu es intéressé par ce genre de thématiques, tu t'abonnes, ça fait plaisir, surtout que ça ne coûte rien. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir quelqu'un que je respecte beaucoup. J'ai l'habitude de dire qu'il est l'individu le plus professionnel de mon répertoire. C'est quelqu'un que même pour écraser les arachides, il est professionnel. Même pour balayer le sol, il est professionnel. Il a un souci du détail. Déjà, même seulement préparer l'entretien ici avec lui, j'ai senti un souci du détail, de la perfection. En tout cas, je ne vais pas trop perdre de temps. Au fur et à mesure que l'échange va avancer, vous-même, vous allez voir que c'est quelqu'un qui est vraiment très professionnel. Je ne vais pas perdre de temps, je te laisse te présenter face caméra pour ceux qui ne te connaissent pas. Ok, merci déjà pour l'invitation. Je salue l'initiative qui consiste avec la plateforme Dioson d'abord à partager du contenu, partager des informations, partager de la connaissance avec tout le monde. Et je trouve vraiment que c'est une initiative à saluer. Et ce sont des initiatives comme ça qui vraiment portent la jeunesse. Pour ce qui est de ma présentation, je suis Yvan Mimche, ingénieur de génie civil. Et c'est tout ce que je peux dire pour le moment. Pour le moment. Ok, magnifique. Donc, ingénieur Yvan Mimche, on va directement entrer dans le vif du sujet. Allons-y. Aujourd'hui, il est question que tu nous entretiennes sur le développement des villes en Afrique. Mais avant de parler du développement des villes, on va parler d'ingénierie civile et plus précisément de ton parcours. Comme tu l'as dit, tu es ingénieur du génie civil. Donc la première question que je vais te poser, c'est qu'est-ce qui t'a motivé à opter pour le génie civil? Qu'est-ce qui m'a motivé? Je dirais rien. Je dirais rien. Au sorti de mes études secondaires, j'avais un bon niveau, sans me vanter. Ce qui fait que naturellement, ayant un bac C, je me tourne vers l'ingénierie. Je savais que j'allais faire ingénierie, mais en quoi je ne savais pas. À force des choses, des circonstances, m'a conduit à faire génie civil et je regrette rien. J'ai trouvé ma voie et c'est bon, mais d'emblée, il n'y avait rien qui me prédestinait à ça, qui me poussait à ça. Ok, d'accord. Et je sais que tu as fait ta formation à l'École nationale supérieure des travaux publics. Comment s'est passée la formation là-bas? La formation à l'école des travaux, les quelques années passées là-bas étaient globalement très bien. Si c'était à refaire, je le referais. Les moments difficiles, c'était l'adaptation parce que quand j'arrive à l'université, il faut vivre seul. Nous, à l'époque, à Travaux, on avait un partenariat avec l'université de Padoue qui était vraiment en cours. Donc, la quasi-totalité de nos cours, c'était pas des professeurs italiens et qui parlaient anglais. Je n'étais pas nul en anglais au début, mais même suivre n'était pas toujours facile. Mais à partir de la deuxième, troisième année, ça devenait de plus en plus facile. Et c'est un des trucs que je retiens vraiment de ma formation là-bas. Ça a amélioré mon côté bilingue. Wow. Ok, excellent. Comment s'est passée la transition entre les études et le monde professionnel? Puisque tu as déjà fini les études, ça fait quelques années que tu exerces sur le terrain. Comment s'est passée la transition? La transition, ça fait tout en douceur, je dirais. Parce que pour moi, je commence n'ayant pas encore soutenu. Je commence à travailler, on va dire, c'était un stage professionnel, n'ayant pas encore soutenu. Et je me rappelle les derniers mois, j'étais dans beaucoup d'inquiétudes, à me dire, est-ce que je vais trouver le travail, est-ce que je pourrais... J'avais déjà quand même fait des stages, j'avais déjà quand même quelques contacts qui me promettaient, non, ça va dès que tu sois et tout, mais je voulais plus, je voulais quelque chose. Et heureusement, par la grâce, j'ai pu avoir un stage professionnel qui était très bien. Et de là, j'ai pu directement continuer et toujours aller de poste en poste. Wow. Et est-ce que tu as identifié des différences entre la théorie apprise à l'école et la pratique sur le terrain? Forcément, il y a des différences. C'est pour ça qu'on parle de théorie d'un côté et de pratique d'un autre. Donc, il y a des différences. Mais je crois que l'élément le plus marquant, c'est qu'on n'apprend pas à l'école à manager des gens. Et je pense que c'est une compétence qu'on doit, surtout pour nous, qui sont souvent appelés à gérer des équipes et tout, mais je crois dans tous les domaines, on devra apprendre le rapport à autrui. Donc, sur le chantier, on peut être facilement appelé à dire qu'il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, mais aussi à écouter les avis des autres, apprendre d'eux et tout. Donc, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas et il faut vraiment, dans les premières années surtout, se tourner vers tous ceux que tu peux rencontrer pour dire que, je t'écoute
je vois ce que je peux en tirer et je corrige si besoin. D'accord. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir sur le génie civil avant d'opter pour cette filière? Ce que j'aurais aimé savoir... Bon, j'aurais aimé savoir que ce n'est pas le génie milliard comme on pense. Parce que même quand j'entre à l'école des travaux, on me répète que non, vraiment les ingénieurs de génie civil, petite signature, ils ont l'argent. Dans la tête d'un adolescent, c'est ok, si je fais l'école, je signe et on me donne les millions, qui suis-je? Mais la réalité du terrain est que ça ne fonctionne pas comme ça. Supposons même que tu gagnes des millions, il y a l'effort qui va avec. Ce ne sont pas des millions gratuitement gagnés. Donc j'aurais aimé qu'on me dise que ce sera bien, mais ce ne sera pas facile. Il n'y a que ça. Oui. D'accord. Et y a-t-il un projet dont tu es particulièrement fier aujourd'hui? Je préfère répondre à cette question quand j'aurai 40 ans d'expérience où je pourrai vraiment brosser tous mes projets. Actuellement, je crois que je suis fier de tout ce que j'ai fait, de la plus petite case que j'ai construite dans un arrière-village au projet un peu plus sérieux sur lequel j'ai été. Je suis vraiment fier de tout mon parcours, mais je n'ai pas encore assez fait pour pouvoir dire que bon, je regarde en arrière et voilà celui qui me plaît le plus. Une anecdote sur le terrain qui t'a marqué? Ou quelques anecdotes? Bon, là, il y a un seul souvenir qui me revient. J'étais sur un chantier et faut d'abord savoir que, comme tu as dit au début, je suis quelqu'un qui aime faire ces choses bien. J'ai ma manière de fonctionner, j'aime quand ça se passe vraiment comme je voudrais. Ce qui fait que quand je ne suis pas aux commandes, au pilotage, ça me dérange. Il y a un chantier où je devais m'absenter une fois. Je ne sais plus trop pour quelle raison, mais j'avais fait tout, j'avais fait la paperasse, demandé la permission et tout, on me l'avait accordé. Et je ne devais pas être là un jour. Et dans ma tête, je me dis, bon, tu n'es pas là un jour, rien ne va se passer. Ça va, la vie continue, il y a les gens qui meurent et tout, ça va. Du coup, je m'absente et je reviens dans le surlendemain. Qu'est-ce que je trouve le surlendemain? Je trouve que le camion de gravier qui devait livrer est complètement renversé. Donc je viens voir un camion qui est, les 10 roues sont en l'air, le gravier est au sol. Je ne comprends pas. Dans ma tête, pour une fois que je m'absente, bon, c'est vrai que si j'avais été là, je ne pense pas que ça aurait changé quelque chose. Mais ça m'amuse de me dire que c'est quand je ne suis pas là quelque chose comme ça arrive. Forcément, la première question, est-ce que tout le monde va bien? On m'a dit non, le conducteur n'avait aucun problème. Ils sont juste sortis. C'était juste la route qui était mauvaise et le camion s'est embourbé. Il y avait une pente, il est descendu. J'aurais déjà la photo. Si tu veux, je peux t'envoyer. Donc, les 10 roues étaient en l'air. C'est un peu amusant avec du recul, mais bon, c'est l'anecdote qui me vient comme ça. Et quand tu on t'es dit comment ça peut arriver le jour que je m'absente? Curieusement, c'est arrivé que si j'étais là, ça va. Mais pourquoi c'est le jour où je ne suis pas là que je viens voir 10 roues en l'air? Mais fin des fins, c'était plus de... Non, ça s'était bien passé. On avait repris le matériau et je crois qu'on avait pu enlever le camion. D'accord. Merci de nous avoir parlé de ton expérience personnelle. Je vous en prie. Là, maintenant, on va parler du développement des villes en Afrique. C'est pour ça qu'on est là. Voilà. Donc, je vais commencer par te poser la première question. Qu'entend-on simplement par le développement des villes en Afrique? On entend simplement, je crois que tout le monde peut définir développement, tout le monde sait ce que c'est qu'une ville. Donc par le développement des villes, on va entendre la mise en œuvre des infrastructures qui vont permettre de vivre, de se déplacer, de se nourrir, de se divertir, de s'éduquer aux populations qui vivent en milieu urbain vu que ce sont des villes. Mais c'est ça, la mise en œuvre de toutes ces infrastructures-là. Comment elles sont construites, où elles sont construites, quels sont leurs liens, quel est l'agencement, quel est le programme de construction. C'est tout ça qu'on prend en compte dans les villes, avec les paramètres annexes bien sûr. De manière très simple, c'est vraiment ça. Donc c'est comment on va construire l'école, est-ce qu'on y a accès, est-ce que si on développe les logements ici, c'est possible que des gens y vivent, est-ce que ces gens-là peuvent avoir accès aux toilettes, à l'eau potable, à l'électricité. On doit pouvoir voir ça quand on développe une ville. Donc c'est ça, c'est réfléchir à ça. D'accord, très clair. Et quand on parle de ville, on parle d'eau, d'électricité, on parle d'infrastructures, on parle de logement, on parle de gestion des déchets, on parle aussi de routes. On parle de beaucoup de choses. On parle de beaucoup de choses. En parlant de routes, c'est le premier point que je vais attaquer. Pourquoi chez nous, nos routes se dégradent rapidement? Bon, le premier truc, c'est le chez nous. C'est chez nous qui m'interpelle. Les routes se dégradent
qu'on soit japonais, chinois, américain. Mais se dégrade, mais rapidement. Non, les routes se dégradent. Maintenant, ce qui peut faire en sorte que les routes se dégradent rapidement, il y a certains facteurs. Et on va y aller. Les facteurs qui causent la dégradation des routes les plus prépondérants, on va citer le climat. Parce que comme vous observez actuellement, on ne sait plus si on est en saison sèche, ou c'est la petite saison de pluie, ou c'est la petite saison de pluie, on ne sait plus. Donc il y a des trucs comme ça qu'on ne prend pas forcément en compte qui peuvent causer la dégradation d'une route. Je ne vais pas mentir, c'est quand même un facteur assez faible vu qu'il est pris en compte sur la durée de vie et d'exploitation de la route. Donc, mais c'est quand même un des facteurs de dégradation. Là, je cite ça parce que ça peut entraîner la dégradation plus rapide dans la mesure où actuellement les changements climatiques sont une réalité qu'on devrait prendre en compte, qui peuvent donc faire en sorte que voilà, une route qu'on avait prévue pour 15-20 ans se retrouve très vite dégradée. Le deuxième facteur de dégradation des routes qu'on a, c'est les matériaux utilisés. C'est comme partout. Plus j'utilise du bon matériau, plus la route elle est durable. Si j'ai acheté le faux, disons ça comme ça, forcément la route elle va pas durer. On va pas entrer dans les détails, mais je crois qu'on se comprend tous. Mais est-ce à dire que chez nous on achète beaucoup le faux? Je ne pourrais pas dire ça, je cite juste des éléments. Ce n'est pas forcément le faux, ça peut aussi être que le matériau qu'on utilise n'a pas la capacité de résister au trafic. Et c'est justement ça le troisième facteur, le trafic. Et c'est le plus important parce qu'on va dimensionner une route pour 15 ans. Quand on le fait sur 15 ans, ça veut dire qu'on prévoit l'augmentation du trafic sur 15 ans. S'il savait maintenant qu'il y a beaucoup plus de trafic que prévu, et c'est normal vu le taux d'urbanisation. Le taux d'urbanisation en Afrique, je crois que c'est même peut-être le plus grand taux observable dans le monde. Parce que d'ici 2040, on a 65% de population vivant en ville. Si donc la population, le trafic croissent plus rapidement que les prévisions, on se retrouve avec des routes qui doivent supporter ce qu'elles n'avaient pas, ce pourquoi elles n'étaient pas dimensionnées. Du coup, elles se dégradent vite. Donc, ce n'est pas forcément un problème de conception, ce n'est pas un problème de réalisation, pas toujours, ça peut arriver, mais c'est surtout ça. Maintenant, le problème de réalisation va venir du fait que je te donne une certaine enveloppe, tu as un certain budget et je te demande de me faire la route. Il peut arriver que le budget soit insuffisant pour pouvoir acheter tel matériau. Du coup, tu te dis, on va peut-être prendre ça, on va le traiter et ça va aller. Donc là, ce sont vraiment les études de prix que chacun peut faire. Mais globalement, les trois facteurs à retenir qui vont dégrader la route, c'est le climat, le trafic et les matériaux utilisés. D'accord. Tu as parlé du climat, le trafic, les matériaux utilisés. Et qu'est-ce que tu penses de cette idée qui est parfois véhiculée comme quoi les routes ne durent pas parce que ceux à qui on alloue les budgets pour réaliser les projets, au lieu de les faire bien, ils détournent? Ce que j'en pense, ce que je pense, c'est que toute assertion a un fond de vérité. On ne va pas se mentir, les indicateurs des organismes mondiaux témoignent du fait que le Cameroun est quand même un des pays les plus corrompus au monde. Ça, c'est pas une nouvelle. Donc forcément, sur des projets, peut-être on en parlera parce que la gestion de projets d'infrastructure, c'est toute autre chose. Mais sur des projets, il peut arriver que les ressources allouées n'ont pas toujours été bien utilisées. Parce qu'on parle de fonds inéligibles. Parce que ce que tout le monde ne sait pas, c'est que si on a, je dis n'importe quoi, 100 millions de construction d'une route, si les 100 millions déclarés, ce n'est pas tous les 100 millions qui sont utilisés pour faire la route. Il y a des frais pour payer ceux qui la font, il y a des frais pour acheter leur véhicule, il y a des frais pour le fonctionnement, la cellule de gestion de projet, il y a beaucoup de choses qui entrent dedans. Donc quelqu'un va se dire, mais 100 millions, comment ça se fait que... Maintenant, si les 100 millions, j'imagine j'ai acheté un véhicule pas très utile, un peu plus cher. Je ne sais pas comment on va appeler ça. Je ne sais pas si on va dire qu'on a détourné ou pas, mais ça peut arriver. Ce sont des choses qui peuvent facilement arriver. Maintenant, il est question de faire attention pour que ça n'arrive pas. Donc, ce que j'en pense, c'est que c'est une réalité qu'on vit. Mais ce n'est pas toujours ça qui va justifier le fait qu'une route se dégrade vite. Et au-delà de cette idée véhiculée-là, parce que tu as parlé du climat, du trafic et des matériaux utilisés, oui. On est quand même d'accord qu'ailleurs, les routes durent plus longtemps. Bon, il faudrait un indicateur sérieux pour pouvoir mesurer ça et comparer.
Parce que même nos amis en Occident ont ce problème-là, ce problème de dégradation. Les routes se dégradent et ça peut arriver plus vite que... Non, ça peut arriver plus vite que prévu. Il suffit juste que la population augmente comme on ne l'avait pas anticipé. C'est pour ça que certains pays se retrouvent avec moins de population, leurs routes vont durer. La population est vieillissante, ils ont de moins en moins de trafic. Ils ont des politiques qui utilisent des méthodes de... On parle souvent de mode doux. Je crois mode doux de transport. En fait, j'ai oublié le terme exact, mais je crois que c'est des modes doux, dont le vélo et tout ça. S'ils ont des politiques comme ça, forcément, tout le monde n'a pas pour idée de s'acheter la voiture. Si tout le monde ne s'achète pas la voiture, forcément, la route, elle va durer. Donc, c'est tous ces facteurs-là. Pourtant, au Cameroun, on sait quand même que si je peux acheter ma voiture très rapidement, je l'achète. Si je l'achète, j'augmente le trafic. J'augmente le trafic, la route ne dure pas. On a prévu que non, les Camerounais, quand même, vu le contexte et tout le monde ne peut pas avoir la voiture. Comme la route est censée durer sur c'était 20 ans prévu. Mais on va constater que pour X ou Y raison, les gens sont de plus en plus véhiculés. Du coup, elle n'est pas censée durer. Maintenant, c'est la réponse suite à ça qui est intéressante. D'accord, très intéressant. Parlant toujours des routes, on constate quand même que malgré que nous soyons dans des villes d'un certain niveau d'urbanisation, dans ces villes, il y a des zones qui sont fortement enclavées. Qu'est-ce qui explique cela? Que dans des villes urbanisées, avec un bon taux d'urbanisation, il y a quand même des zones qui sont enclavées, l'accessibilité est difficile dans ces villes-là. Là, je vous dirais, c'est un problème de gouvernance. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour chaque zone, il y a des documents d'urbanisme qui régissent comment on va gérer la voirie, comment on va gérer les habitations et même les espaces verts. Ce qui fait que si ce n'est pas prévu, c'est difficile de réaliser. Comme je dis toujours, quand on conçoit quelque chose de bien, c'est beaucoup plus facile à réaliser. Du coup, si on n'a pas de plan local d'urbanisme, de plan directeur, on n'a pas de plan de voirie, on n'a pas de plan d'assainissement, il y a des zones qui peuvent se retrouver délaissées. Donc on peut faire un projet. On voit clairement que la priorité n'est pas de desservir telle zone parce qu'il n'y a peut-être pas d'activité économique assez importante. C'est peut-être une zone où il y a juste des gens qui vivent. Donc, ce n'est pas la priorité. On peut donc laisser pour un temps ou bien pour très longtemps la zone enclavée. Donc, c'est ça qui peut causer ça. C'est que la priorité au niveau de la gouvernance, au niveau des actions politiques, n'est pas à desservir ces zones-là. Et les plans, les documents d'urbanisme ne sont pas tels qu'on puisse savoir ce qu'il y a lieu de faire dans ces zones-là aussi. D'accord. Et quand on parle de développement des villes, je suppose que les embouteillages, ça fait partie intégrante de cette thématique. Oui, le problème de congestion ne peut pas manquer. D'accord. Et parlons donc de ce problème de congestion, si je dois utiliser les termes techniques. C'est pas technique. C'est pas technique. D'accord. Donc, parlant de ce problème de congestion, pourquoi on voit de plus en plus d'embouteillages dans nos villes? C'est ce que je disais tout à l'heure. Si le taux d'urbanisation, la population croît plus rapidement que les méthodes, les voies de transport, même pas les moyens de transport, clairement, on se retrouve avec ça. Si on vous dit actuellement, je crois qu'actuellement au Cameroun, le linéaire total de route bitumée doit être toujours de moins de 10%. On doit être autour de 10% sur le linéaire total. Donc sur les 121 000 km de route qu'on a au Cameroun, il y a moins de 10% qui sont bitumés. Ça veut donc dire que très logiquement, vu que la population, elle croît quand même assez rapidement, surtout dans les métropoles, Douala et Yaoundé seuls concentrent le quart de la population du Cameroun. Ce qui fait que c'est normal qu'à Douala et Yaoundé, on puisse retrouver des embouteillages. Vous êtes trop nombreux. Et dans les trop nombreux, chacun veut sa voiture se déplacer seul. Donc ce qui va causer l'embouteillage, c'est qu'il y a le taux d'urbanisation qui augmente, la population qui devient de plus en plus importante, mais aussi des politiques comme favoriser ou bien créer des méthodes de déplacement en groupe. Donc des méthodes comme des bus, on va parler jusqu'au tramway, on a encore nos problèmes. Mais je crois que le bus, comme ce que le projet que la Banque mondiale vient d'initier à Douala, je crois qu'il est déjà lancé, le projet de mobilité urbaine qui consiste à mettre en place des voies rapides pour des bus, pour des transports urbains collectifs. Ça favoriserait la décongestion des routes, c'est un des éléments. Donc il y a aussi la volonté politique qui peut, pas qui entraîne, mais qui pourrait faire en sorte qu'on ait moins de congestion. Mais ce qui cause ça, c'est surtout l'urbanisation qui va beaucoup plus vite que les investissements routiers.
D'accord. Tu as parlé du climat. Quand on parlait du problème des routes, tu as parlé du climat, oui. Le climat, le trafic et les matériaux utilisés. Quelles peuvent donc être les solutions pour essayer de contourner ces problèmes? La première, en fait, pour chaque facteur, on va citer le climat. On ne lutte pas trop contre le climat, il est là. Oui, mais il n'y a pas de mesures qu'on peut prendre. Il y a beaucoup de... Je vois souvent les thèses, les mémoires de mes jeunes cadets qui font des choses très intéressantes, surtout sur les questions de changement climatique et tout. Donc il y a des moyens, il y a des matériaux qu'on pourrait utiliser qui prendrait en compte les effets du changement climatique, mais la route reste la route et le climat reste le climat. On ne va pas empêcher qu'il pleuve, la pluie va toujours créer ce que ça va créer. C'est difficile de jouer sur ce facteur-là. Le deuxième facteur, c'est le trafic. Là-bas, je crois qu'on peut quand même jouer. Le premier élément serait déjà de favoriser les méthodes pour la mobilité douce. Le transport en vélo, par exemple. Si on dit à un Camerounais, non, va au bureau en vélo, va au travail en vélo, il va trouver ça bizarre. Mais si on crée des pistes cyclables et que on communique sur le fait que ça va, c'est mieux pour la planète, c'est mieux pour toi-même puisque tu fais du sport et ça permet même que la route ne soit pas embouteillée et toi tu auras ta voie privilégiée pour circuler. Je crois que beaucoup s'y mettraient. Donc il y a ça qu'on pourrait faire. Il y a la prise en compte de ces éléments-là dans la conception. Donc au lieu d'utiliser des méthodes classiques qui vont peut-être prévoir l'accroissement de la population, l'accroissement du trafic de telle manière, on peut essayer d'augmenter ces facteurs-là de manière à prévoir un accroissement beaucoup plus exponentiel, ce qui ferait que même dans les pires conditions, on pourrait quand même être dans des zones de sécurité, dont les routes ne se dégraderaient pas aussi vite, même en cas d'augmentation brutale du trafic. Donc ça, c'est des éléments sur lesquels on peut jouer pour ce qui est du trafic. Bon, là, comme ça, je ne vois pas une autre idée, peut-être ça me viendra un peu plus tard. Et sur le dernier élément, on a parlé des matériaux. Sur les matériaux, il suffit juste que les ingénieurs en charge de la construction de ces routes soient assez pointilleux sur le contrôle et la mise en œuvre des routes. Cette question de professionnalisme et de... Ça revient toujours. D'accord. Parlons logement. Allons-y. On observe dans nos villes beaucoup de quartiers au logement précaire et qui en plus de ça sont construits de manière désordonnée. Qu'est-ce qui explique ça? De manière très simple, ce qui va expliquer ça, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, beaucoup de villes au Cameroun ne disposent pas encore de documents d'urbanisme qui feraient qu'on puisse dire dans cette zone on construit comme ça, que voilà la typographie de l'urbanisme, si on peut dire. Voilà comment on voudrait que les dispositions soient prises, voilà. Parce qu'il y a plusieurs documents d'urbanisme, le plan directeur d'urbanisme, les plans locaux d'urbanisme, les plans d'occupation des sols. Par exemple, normalement, des gens devraient savoir qu'en fonction des zones, on ne construira pas sur tout le terrain. Donc si tu as ton 500 m², tu ne peux pas exploiter les 500 m² pour ta maison. Tu dois construire juste sur une partie et en fonction des zones, ce coefficient là change. Et ça change pour des raisons particulières, ça dépend de chaque communauté. Donc voilà des documents comme ça qu'on pourrait avoir qui pourraient faire en sorte que déjà on puisse savoir qui construit où. Maintenant pour ce qui est de la qualité du logement, ça dépend de plusieurs facteurs. Est-ce que la personne a droit à l'assainissement? Est-ce qu'il y a assez de place? Je crois que c'est la législation française où on va dire qu'il faut peut-être 9 m² par personne dans une habitation. Donc, il y a tous ces éléments-là qu'on pourrait voir et là, ça reste toujours du suivi du pouvoir en place. C'est pas un citoyen qui va dire que « Ah non, vous êtes trop nombreux chez vous, vous ne pouvez pas vivre là ». Non, on est censé vraiment vérifier que chacun vit dans des conditions assez décentes. Et la dernière question pour le logement, c'est le foncier. Est-ce que je suis sur mon terrain? Est-ce que je risque d'être expulsé? Quelles sont les mesures qu'on prend pour sécuriser tout ça? Ce sont des questions assez importantes qui ne dépendent pas forcément du citoyen à son niveau. Donc c'est pour ça que on peut retrouver des logements précaires. Il y a vraiment des zones, même à Yaoundé, à Douala, où vous arrivez, c'est assez compliqué, la promiscuité et tout. Mais c'est la force des choses parce que un autre élément aussi, c'est que on hérite ce qu'on hérite de nos pères. Et nous, on a hérité certaines choses
de la colonisation. Parce que la transition entre les habitations à l'époque, nos grands-parents n'ont pas de problème. Vous allez voir, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas vraiment de problème d'écoulement d'eau, il n'y a pas de problème d'accès à la route. Vous allez voir, dans leur désordre, c'est très ordonné. Pourtant, nous, à notre niveau, on a des terrains, on fait des lotissements, mais parfois ça ne passe pas. Ça, c'est pour les quartiers les mieux lotis. Mais il y a d'autres quartiers où on n'a vraiment pas d'informations. Chacun a peut-être pris ce terrain-là, il a hérité de ce terrain-là. Lui, c'est qu'il a toute sa famille a toujours été ici, donc il reste ici. Qu'il ait le foncier ou pas, on ne s'intéresse pas à sa situation. Ça va aussi, mais il y a des problèmes à ça. Et du point de vue de l'ingénieur que tu es, faudrait-il raser ces quartiers pour reconstruire, ou bien il y a des techniques d'ingénierie qui permettent de transformer les habitations en sécurisant les populations? Bon, raser ces quartiers, déjà, c'est fort. C'est pas impossible, mais c'est fort parce que ça nécessiterait de relocaliser toute la population. On ne peut pas venir dire qu'on va vous raser et on vous laisse là. Non. Et si on doit relocaliser toute la population, ça implique que non seulement il y aura des coûts d'investissement pour réaménager le quartier, mais il y aura des coûts d'investissement pour loger la population en attendant ou après. Ce qui fait que c'est une solution, je pense, qu'elle serait coûteuse. Je n'ai jamais fait l'estimation, c'est une réflexion comme ça. Maintenant, est-ce qu'il y a des techniques d'ingénierie? Je dirais forcément oui. Il y a toujours moyen de faire ce qu'on veut. Et ça va passer par déjà créer des documents techniques qui vont dire que voilà ce qu'on voudrait obtenir. Faire l'état des lieux, peut-être. Essayer de faire des tracés en impliquant la population en disant vous voulez peut-être quoi ici? Un centre de santé, un centre de jeunes, une infrastructure de loisirs, que votre voie soit desservie, que vous puissiez facilement rejoindre d'autres quartiers. En fonction de ce que vous voulez, on essaye de tracer quelque chose, on essaye de voir quelles sont les habitations qu'on peut relocaliser, quelles sont celles qu'on peut garder, quelles sont celles qu'on peut améliorer, quelles sont celles qu'on peut réhabiliter. Donc il y a des techniques, il y a forcément des techniques d'ingénierie. Je crois même que ça s'est fait dans certains pays, parce que je pense à un projet au Maroc, où il y a dû avoir un truc comme ça, où justement j'ai oublié le nom du projet, mais il était question de pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait plus de bidonville. Je crois que c'est ville sans bidonville, un truc comme ça. Donc ça existe, il y a des techniques pour ça. Donc c'est pas une fatalité de logement précaire. D'accord. Et je suppose que pour tout ce que tu dis là, on peut faire un parallèle par exemple avec l'architecture de nos marchés. Parce que quand on part dans nos marchés, faire des achats, c'est compliqué parce que, comme on disait tout à l'heure, le développement urbain prend en compte tout ça. Les équipements marchands sont des équipements dont on a besoin en ville. Donc, quand on parle de développement urbain, c'est se rassurer que la population qui vit là a de quoi se nourrir, comme je l'ai dit. Si maintenant, pour vous nourrir, vous devez aller au marché, si tu peux au marché, tu as tous les problèmes du monde, c'est un souci. Donc, il sera aussi question de créer des espaces agréables parce que c'est le lieu de travail des gens. Et non seulement ça favoriserait ou ça empêcherait d'autres problèmes. On parlait de la congestion tout à l'heure, des problèmes des routes. Voilà quelque chose qui me vient. Si on aménage des espaces marchands de manière adéquate, ça va faire en sorte que, je dis n'importe quoi, mais ceux qui sont parfois sur le trottoir n'y soient plus. S'ils n'y sont plus, les piétons sont sur le trottoir. Si les piétons sont sur le trottoir, les véhicules circulent librement et ça améliore le trafic. Que de dire que comme les piétons sont venus là, ça devient difficile, du coup on reste dans les embouteillages. Donc c'est tout ça, c'est vraiment lié. La politique urbaine, le développement urbain, c'est pas on va prendre les routes, on va faire, ensuite on va voir si on peut faire des logements d'un côté. C'est vraiment un ensemble qui essaye d'aller avec plusieurs éléments compatibles, interdépendants, qui font en sorte qu'à la fin, au sortir de là, on peut se dire que oui, ici on a obtenu ce qu'on voulait. Il y a plusieurs programmes au Cameroun qui font ça. Je pense encore à notre projet de la Banque mondiale. Je crois qu'il est fini ou en train de finir. C'est le PDVIR. C'était projet ville inclusive et résiliente, un truc comme ça. Où il était justement question d'aménager certaines villes pour pouvoir faire ça. Et l'aménagement là comprenait tous les équipements marchands, la voirie, l'électrification, plusieurs éléments comme ça. Ils n'ont pas fait une partie et dit que non, l'autre... On va laisser ça à d'autres personnes. Donc c'est un tout qu'on prend ensemble et on essaye de voir ce que ça donne. Tu parles de beaucoup de programmes de la Banque mondiale là, mais c'est beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Oui, c'est justement pour ça que les initiatives comme celles qu'on a actuellement sont bien. Il faudrait qu'on puisse savoir ce qui se fait dans ce pays. Il faudrait qu'on puisse savoir que peut-être notre pays n'est plus à nous, encore à nous.
faut savoir, ce sont des choses à savoir. Parce que si quelqu'un ne sait pas que quand, par exemple, à Mokolo, il y a un projet actuellement, je ne sais pas si ceux qui y sont passés, ça a changé le carrefour qui est au niveau de l'île de Fala, ça a changé la structure du carrefour. On a carrément creusé une route. Bon, de mon point de vue, c'est magnifique, vu que c'est du génie civil, c'est de la construction, c'est vraiment de l'art. Mais il faudrait qu'on puisse savoir c'est quoi qu'on fait là, pourquoi on le fait. Il faudrait que de manière intuitive, comme ça, quelqu'un puisse rester là, c'est qui le fait même. On le fait, pourquoi on le fait. Donc c'est aussi intéressant à savoir ça, pour savoir que je ne suis pas locataire dans mon propre pays. C'est un peu ça. Et quand je t'écoute, je comprends que pour toi, si je prends l'exemple toujours de nos marchés, il y a une possibilité de les restructurer, de leur donner une belle architecture sans forcément avoir besoin de tout refaire à zéro. Oui, il y a des possibilités comme ça. Je crois que c'est au marché de l'Instam. Bon, déjà, j'avais travaillé sur un projet, je crois que c'était un hangar où il était question de faire des sortes de comptoirs pour les marchands. Donc, c'est toujours comme dans n'importe quel marché là. Sauf que chacun aurait son comptoir. Si on réplique ça à l'échelle de certains marchés, ça donne. Maintenant, ce serait plus difficile dans certains marchés comme Mokolo, pour toujours garder cet exemple-là, qui est devenu tellement, qui a tellement de marchés, de sous-marchés, de marchés dans le marché, que ça devient compliqué. Mais ce n'est pas impossible, pour peu qu'on organise les choses d'une certaine manière. Honnêtement, ce serait très difficile, mais pas impossible. Donc vraiment, je pense que, comme Boileau disait, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Moi, je vais dire ce qui se conçoit bien se réalise facilement. Ce qui se conçoit bien se réalise facilement. Oui, il suffit juste de le concevoir, de se dire que, ah, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que Mokolo soit un peu plus facile. Parce que moi, quand je disais souvent que marcher à Mokolo, c'est une discipline olympique. Il y a des moments, là, une voiture sort là, il y a des gens qui font ce qu'on appelle le clando, où on vous sert dans les voitures. Il y a tout. Il y a dans sa développer si tu es dans cette zone-là. Même si tu fais le marché là-bas, je crois que les mamans, quand elles partent au marché, si elles se préparent un peu mentalement à dire que faudrait que mon téléphone soit là, faut être constamment aux aguets, faut être constamment la manière dont tu es habillé, c'est aussi un élément parce que tu tentes de t'habiller en blanc, par exemple, tu ne vas pas crier sur tous ceux qui vont te piétiner et tout. Pourtant, on pourrait vraiment aménager des trucs intéressants qui feraient que peut-être il y a des allées, peut-être il y a des petites voies de circulation, des espaces marchands, des espaces en fonction des produits. Ça reste à l'air très utopique, mais je crois qu'il y a des villes en Afrique ou ailleurs qui l'ont fait. Donc. Quand je t'écoute, je dois être honnête, je suis assez optimiste quant aux possibilités d'améliorer ce qui est mal fait actuellement côté architecture des quartiers, des marchés. Mais j'aimerais quand même te demander qu'est-ce qui empêche que dès maintenant on voit le changement, on voit les initiatives concrètes qui peuvent amener à ce changement-là de ces architectures. Comme je dis tout à l'heure, ce qui se conçoit bien se met en œuvre facilement. Mais pour ça, il faudrait qu'on le conçoive. Si ce n'est pas conçu, ça ne peut pas se mettre en œuvre. Et pour que ce soit conçu, donc, il faudrait donc que ceux qui ont la gestion de ces choses-là, ceux qui ont pour mission de concevoir, et je ne parle pas seulement des ingénieurs, je parle de ceux qui vont employer ces ingénieurs et tout, puissent se dire que, bon, qu'est-ce qu'on fait pour résoudre tel problème? Que ce n'est pas à d'autres personnes de venir nous dire que, bon, on va essayer de vous aider en résolvant. Non, c'est nous qui devons voir que vraiment, actuellement, à Yaoundé, on a un problème de gestion des déchets terrible. Qu'est-ce qu'on en fait? Donc, simplement, j'ai envie de dire, c'est la volonté politique du pouvoir en place qui dirige ce qu'on fait et comment on le fait. Je crois qu'ils ont des idées dans ce sens et ils mettent en œuvre certaines choses bien. Peut-être c'est pas encore assez parce qu'il faut se le dire, on est un pays qui n'a pas les moyens, on est un pays qui a beaucoup de problèmes au niveau économique, donc on n'est pas complètement dépendant de nous-mêmes. On n'est pas complètement indépendant pour dire ça comme ça. Ce qui fait que oui, on peut même vouloir concevoir, mais on a des difficultés à le faire pour X ou Y raison. D'accord. Parlons assainissement et gestion des déchets. Allons-y. Même quand on est sorti de la route, qui est le domaine que je préfère, on va dire. D'accord. Tu vas quand même nous dire certaines choses. Je ne doute pas que ce que tu vas dire sera intéressant. Non. On observe beaucoup de déchets au niveau de nos routes, de nos caniveaux, un peu de partout. Et
on se demande, ce problème de route, de déchets qu'on n'arrive pas à gérer, quelle en est la cause? Un manque de volonté politique, un mauvais comportement des citoyens, des experts techniques qui ne semblent ne pas vouloir être particulièrement impliqués par la chose. Par quel bout prendre ce problème? Par quel bout prendre ce problème? Je crois que peu importe le bout par lequel on prend, on réussit à tenir le problème et à faire quelque chose de ça. Donc moi j'ai envie de dire, on s'attaque au problème généralement après un état des lieux. Et qu'est-ce qu'on a? Et ce qu'on a à Yaoundé, à Douala et dans d'autres villes, c'est des situations où des déchets empiètent parfois carrément sur la chaussée, que ce soit sur le trottoir, que ce soit sur la chaussée. Ça empêche aux usagers de la route de l'utiliser. Il faut qu'on revienne toujours à la route. C'est vraiment lié comme tu dis. Non mais c'est même vraiment lié comme tu dis. Ce qui fait donc que je vais parler d'une situation que je crois qu'on a peut-être tous vécu. Vous êtes en train de marcher. Déjà le premier problème que moi j'ai, c'est pourquoi nos bacs à ordures sont en route. Pourquoi tu marches et tu oublies d'avoir un bac à ordures qui est là? Les bacs à ordures ne devraient pas être en route. Non, ce n'est que ça, c'est que mon avis. Mais si on a trouvé que c'était la solution la plus optimale pour la collecte des déchets, qu'on fasse ça. Mais ce que je voulais dire, c'est que je parle d'une situation qu'on a tous vécue. Il y a un bac à ordures posé au niveau trottoir ou sur le terre plein. Et il y a, je ne sais pas, un enfant, un adulte qui vient jeter ses déchets, qui vient vider les ordures, vider sa poubelle. Et ce qui se passe, c'est que, généralement, dans le cas des enfants, ils n'ont pas la taille du bac. Du coup, ils versent ça à côté. Que le bac soit vide ou pas, ils versent ça à côté. Et normalement, avec la pluie, les gens qui marchent, forcément, le vent, tout ça, ça arrive sur la chaussée. Maintenant que parfois, même les adultes aussi n'ont pas le temps. Genre, tu vois, un adulte qui lui a même la taille d'arriver au niveau du bac et mettre sa poubelle. Mais va balancer ça là comme ça. Je crois qu'on a tous vu quand même. Ça c'est un truc qui parle à tout le monde. Bien sûr. Donc, dire qu'il n'y a pas la responsabilité des citoyens serait un gros mensonge. On est tous responsables pour ça. C'est pour ça que je dis que, est-ce que le problème déjà, c'est pas le fait que le bac à ordures soit c'est sur la route. Ça reste sur la route, même si on dit quoi. Donc, même si tout le monde venait jeter dedans, est-ce qu'on est maintenant sûr que le ramassage par les organismes qui s'y dédient se fait en temps et en heure? C'est un autre problème. Maintenant, si tout le monde dit, mais on conscientise tout le monde là, plus personne ne jette des déchets. Je ne parle même pas de ceux qui jettent des trucs en route de manière très naturelle là. On ne va pas parler de ça parce que ça, c'est même pas d'abord. Sans même que ce soit civique, c'est un comportement pour moi très normal. Donc, si on suppose que tout le monde vient jeter ses déchets dans des poubelles, parce qu'il y en a quand même ailleurs, on ne va pas se mentir. Les gens qui disent souvent que non, il y a des zones, il n'y a pas de poubelle, tu mets dans ta poche. Tu vas trouver. Ce qui est sûr, c'est que tu vas trouver une poubelle. Si tu es bien dans il y a une poubelle. Tu es en train d'attaquer les habitudes de au moins 95% de la population. Ça ne fait rien. On est là pour grandir tous. D'accord. Ce qui fait donc que si on considère que tout le monde va mettre ses ordures dans le bac, est-ce qu'on est sûr donc qu'on va collecter ce bac-là de manière à ce qu'il ne déborde jamais? Si on est sûr, là ça va. Le bac il peut rester là où il est, il va déranger personne. Puisque tout le monde met ses ordures dedans et on le vide régulièrement. Mais quand un des deux éléments-là n'est plus, ça pose problème. Et c'est même comme si chez nous, aucun des deux éléments n'est respecté. Ce n'est pas le planning de ramassage des gens. Je sais quand même que le premier n'est pas respecté. Les gens jettent sur la route, c'est tranquille. Pour eux, vraiment, c'est tranquille. Mais pour le planning de ramassage, moi, je salue l'abnégation des éboueurs à faire tout ce qu'ils font. Parce que c'est pas facile. Ils doivent parfois travailler de nuit, ils doivent parfois travailler avec des gens. Un autre problème de la congestion, c'est ça. On laisse le bac à ordures sur la route. Parfois, ils doivent faire le ramassage en pleine journée. Pour faire ça, ils doivent tourner, faire des manœuvres et tout. Ça crée la congestion. Tout ça, c'est lié. On ne va pas dire que la congestion est juste née comme ça. Voilà des trucs qui créent souvent l'embouteillage. Quand tu es là, tu es pressé, tu dis « Ah non, je dois arriver au travail très tôt là. Aujourd'hui, j'ai une réunion. » Non. C'est le jour-là qu'on est en train de ramasser. Tu fais comment? Tu attends le temps qu'il faudra pourtant, normalement, le développement il doit prendre en compte le fait que tu dois travailler parce que c'est ça qui te permet de gagner de l'argent et qui joue sur l'économie du pays. On n'est pas là pour que tu payes le temps vraiment, ça compte. Quand on est dans la science des systèmes de transport, le temps d'accès à la route, le temps d'attente, le temps, tous ces temps-là, c'est monétisable. Donc, tu vois beaucoup d'éléments qui peuvent encore créer la congestion. Et puisque tu parles du fait que les bacs à ordures sont sur la route et que c'est un problème selon toi,
une alternative pour toi, ce serait de mettre les bacs à ordures où? Dans des zones vraiment reculées déjà. Je sais pas, quand je dis zone reculée, ça peut être bizarre parce que qu'est-ce qu'une zone reculée? Il y a toujours des gens qui y habitent. Mais je pense que si on a des espaces verts, je dis n'importe, imaginez, je crois le bois Sainte-Anastasie, je sais pas si ça existe encore. Non, ça existe. Ok, on met un bac à ordures là, quelque part là-bas, où il y a un espace vert, où même c'est tellement vert, c'est tellement grand que l'odeur ne va pas déranger et tout. Et qu'on doit jeter dans un espace vert assez accessible, un parc, un truc comme ça. Moi, je pense que ça passerait. L'autre alternative que je vois, c'est, je sais pas, il y a une entreprise, BIN, que je connais, qui fait dans la collection des déchets, mais ils le font à Garoua. Donc eux, ils font vraiment du porte-à-porte. Ils prennent vos déchets, bien sûr c'est payant, c'est une entreprise. Ils prennent vos déchets, vous n'avez pas, vous ne réfléchissez plus à vos déchets. Ils prennent et ils envoient directement dans les décharges ou les zones de recyclage, de tri. Et non seulement ça valorise la filière déchets parce qu'on peut réutiliser certains déchets, il y a des choses qu'on peut réutiliser, il y a des choses qu'on peut convertir dans le processus de recyclage. Et il y a maintenant les déchets qui peuvent être utilisés, qui peuvent être convertis en bout de vidange, qui peuvent être utilisés pour créer de l'énergie, qui peuvent être utilisés pour plein de choses. Si on réussit vraiment à faire quelque chose de la filière déchets, pour un pays comme le nôtre, je crois qu'on aura tout à y gagner. Donc, ce sont des alternatives. On peut mettre ça dans des zones, vraiment des espaces verts, je pense que ce sont les meilleures zones pour ça. On peut améliorer le système de collecte des déchets. Et on peut même aussi sensibiliser la population au recyclage, au tri, à tout ça. Donc, globalement, ce sont des choses qui me viennent. Parce que l'option de rester en route, même pour l'aspect de la ville, parce que ça compte aussi les développements urbains, même pour l'aspect de la ville. Bon, moi j'ai des soucis, peut-être que ça ne concerne que moi. Mais non, même moi ça me concerne. Voilà, parce que si tu dois dire à quelqu'un, ok, rejoins-moi dans mon quartier, il y a même des endroits qu'on localise comme ça, dépôt d'ordures. On localise ton quartier avec dépôt d'ordures. Bon, moi ça me donnerait pas trop envie de te rendre visite, mais bon. D'accord. Et là, on va parler d'électricité et je vais te poser cette question de manière vraiment large et tu réponds vraiment avec le canevas qui t'arrange. Quel est le regard de l'ingénieur du génie civil que tu es face à la fréquence élevée de coupures de courant dans certaines de nos villes en Afrique? Je comprends pourquoi tu dis que c'est large, parce que je peux attaquer ça comme le gars qui est victime des coupures. Quand il est en train de travailler, tu es en train de travailler, tu sais pas, tu fais tes plans, tu fais tes calculs, tu es dans tes choses. Et après, tac, bon, la chance que j'ai, c'est que ma machine, elle n'est pas desktop, donc ça va. Mais ça peut énerver si un jour tu travailles sur le desktop, ça peut vraiment t'énerver, même le simple fait de ne pas avoir le courant quand tu rentres. Donc, globalement, c'est un truc qui énerve. Mais ce qu'on doit comprendre, vraiment, de ce que je sais, c'est pas la faute des Néo. Oui. Voilà. De ce que je sais. Oui. L'électricité au Cameroun, comment ça se passe? On la produit au niveau des barrages. Comme l'Astigal qu'on a mis en service, je crois, l'année passée. C'est un barrage comme ça. Il y en a plusieurs. Je crois qu'il y en a plusieurs tout au long de la Samaga. Je crois qu'il y a même des projets qui consistent encore à mettre en œuvre d'autres barrages. On produit l'électricité par les barrages. La Sonatrach transporte cette électricité. Je crois que je ne dis pas de bêtises. C'est la Société nationale de transport d'électricité. Donc, ils transportent cette électricité. Et Eneo ne fait que distribuer cette électricité. Ce qui fait donc que, on analyse vraiment de manière terre à terre, ce qui fait donc que si le barrage ne produit pas assez, Eneo ne peut rien faire. C'est comme le revendeur. S'il n'a pas pris chez son fournisseur, il ne peut rien faire. Si la Sonatrach ne transporte pas, Eneo ne peut rien faire. Maintenant, Eneo peut savoir ses problèmes. On espère qu'ils sont réglés parce que je crois qu'il était racheté par l'État l'année passée ou en 2007. Non, l'année passée. On espère que vraiment ça va aller en s'améliorant. Mais malgré ça, il est dépendant d'autres acteurs dans le circuit. Je vais appeler ça le circuit électrique pour rester dans le domaine de l'électricité. Donc, il y a des... On ne va pas dire, comme on entend souvent, ah, Eneo, que le fils du directeur d'Eneo appuie sur le fou avec les boutons. Non, c'est pas que la faute d'Eneo, je pense. Ça, c'est ce que je sais. Vraiment, ceux qui te suivent pourront nous dire dans les commentaires s'il y a d'autres éléments. À mon petit niveau, c'est aussi ce que je sais. Voilà, donc ça veut dire que si un des éléments là a problème, on ne peut pas avoir d'électricité. Ça énerve tout le monde, on est d'accord. Mais je crois que c'est le problème qui s'est posé avec l'Astigal. On met en service ce barrage, je crois que c'est 420 MW, qui doit desservir pratiquement tout le secteur sud, un truc comme ça.
Donc vraiment, on n'était plus sans savoir de problème d'électricité, au moins dans nos 2 grandes villes. Parce que si on a le problème d'électricité, je ne sais pas moi, quelque part là-bas après Moura, on peut comprendre. Mais si à Yaoundé, la capitale, je n'ai pas le courant, non, il y a un problème. En 2020, s'il y a des gens qui n'ont jamais connu de coupure d'électricité quelque part dans le monde, comment moi, je sais, c'est normal. Donc moi, ça va. C'est même quand j'ai trop d'électricité pendant longtemps. Tu te poses des questions. Non, c'est un problème. Donc, si en 2026, si on a encore des problèmes de coupure, c'est un problème. Nachigal, on met en service Nachigal, mais après on dit, on produit de l'électricité, mais on n'a pas de quoi la transporter. Pour moi, c'est un problème. Je ne sais pas si c'était vraiment vrai, mais je crois qu'à un moment, c'est ce qui circulait comme raison du fait que ça persiste malgré la mise en service d'un barrage qui était censé résoudre beaucoup de problèmes. C'est un gros problème. Soit le projet n'avait... En fait, soit il y avait un projet complémentaire qu'on devait mettre en œuvre pour que les deux puissent aller de pair et faire quelque chose de bien, soit on a simplement gaspillé l'argent parce que j'ai envie de dire, Nachigal tourne donc pourquoi. Donc c'est tout ça. Des projets doivent être un peu plus mûris peut-être. C'est vrai que je ne sais pas s'il faut déjà le dire parce que ce sont des gens qui travaillent, qu'on paye pour réfléchir à ces projets. Et je suppose qu'ils font de leur mieux. Mais il y a quand même quelques couacs qui font en sorte que ça ne marche pas toujours. Et du coup, au niveau du citoyen, on va seulement dire Eneo, c'est problème, c'est vrai, mais tout le problème, c'est pas Eneo. Parlons alors de planification urbaine. On observe de plus en plus de constructions qui s'effondrent dans nos vies. Tu restes comme ça, tu suis éboulement ici, tel bâtiment est tombé. Qu'est-ce qui en est la cause? Qui sont les responsables? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à ça? Les responsables, ça peut être le hasard. Je veux d'abord dire que le responsable n'est pas tout celui qu'on pense, mais bon, déjà, tu as parlé d'éboulement et des bâtiments qui s'effondrent. C'est quand même 2 problèmes assez différents. Oui, parce que les éboulements, tu auras un talus naturel ou même artificiel qui, pour X ou Y raison, généralement le climat, va s'effondrer. Mais ça, je reste d'abord sur le côté des éboulements, ça c'est un problème qui s'anticipe et qui se règle. Il y a des méthodes de stabilisation des talus qui font en sorte que s'il y a une route qui passe à côté, normalement on doit être protégé. Le talus c'est quoi? Le talus c'est quand tu as, on va dire quoi, un amas de terre qui va faire une petite colline, une sorte de montagne, et en bas tu as une autre plateforme de terre. Donc tu as terre, plateforme. Donc tu as une sorte d'étage et c'est la terre qui est ici. Ce qui fait que quand le talus s'effondre, comme je crois ce qui est arrivé, je ne sais pas si c'était à Tchang, ça se tombe sur la route s'il y a des usagers. On a malheureusement des accidents, des pertes et tout. Ça c'est un problème normalement qui se règle. Ça se règle quand au moment où la route qui risque d'être en danger, elle passe. Puisque je ne peux pas faire une route, je vois, il y a ce talus qui peut être instable. Je dis, bon, c'est Dieu qui nous protège et je continue ma route. C'est Dieu qui est fort. Je ne peux pas faire ça. Je dois pouvoir dire que, même si on n'avait pas prévu ça, et c'est aussi un des éléments, un des trucs qui arrivent souvent sur un projet, on peut ne pas prévoir des choses. Du coup, le projet, il prend plus de temps. Du coup, le projet, l'enveloppe est réduite. Du coup, je dis quoi? Je stabilise le talus et je réduis la qualité des matériaux, la quantité des matériaux. Je suis obligé. Puisque j'ai une envie. C'est comme si je te dis, voilà l'argent, fais-moi ça. Je ne veux pas savoir comment tu fais. Donc, tu es confronté à un choix. Donc, comme je dis souvent, le problème, c'est la pauvreté. Le problème, ce n'est pas qu'il y a quelqu'un qui voulait faire le mauvais travail ou qu'on a détourné l'argent. J'ai un projet, je tombe sur un talus, je vois bien que le talus, mais on m'a dit construire la route. Je fais donc quoi? Je construis la meilleure route possible et je laisse le talus en me disant que bon, parce que c'est vraiment un événement hasardeux, ça peut arriver, donc ça peut ne pas, c'est un choix. Il dit bon, ça va pas arriver. Et si ça arrive, peut-être la voiture là va rouler rapidement. C'est une réflexion comme ça que quelqu'un peut se faire. Tout comme je peux me dire, non, je ne prends pas de risque, on va, je ne sais pas, changer les épaisseurs des couches de la route et détourner une partie du budget pour stabiliser le talus et éviter les éboulements. Donc, pour la question des éboulements, ce sont des choses qui arrivent, qu'on peut prendre en compte, qu'on doit prendre en compte pour éviter les événements malheureux qu'on a eu ces dernières années. Et il y a toujours des mémoires à l'école des travaux, à l'école Polytech de Yaoundé, je ne connais pas pour les autres écoles, où on traite de ces sujets-là, on donne des méthodes et tout. Maintenant, pour ce qui est des bâtiments, bon, là, je vais défendre, je suis obligé de défendre mes confrères. Le premier problème qu'on a dans le bâtiment, c'est qu'ils ne sont pas tous
construit par des professionnels du métier. Quand je dis professionnels du métier, je parle d'ingénieurs comme moi, d'architectes, de techniciens du bâtiment. Parce qu'il n'y a pas que les ingénieurs, quand je ne demande pas. Il y a des techniciens du bâtiment, il y a même des techniciens qui sont vraiment compétents. Mais quand je dis technicien, je parle de techniciens reconnus. Je ne parle pas de celui qui a appris la maçonnerie et qui, du coup, connaît tout le bâtiment. Non, en termes de maçonnerie, il est capable d'expliquer à tous les autres professionnels du domaine que non, voilà comment ça doit se faire. Mais il ne va pas venir dire que le bâtiment, de manière globale, voilà comment vous devez le gérer. Alors, le premier problème, c'est que, on va tout revenir à la pauvreté là, c'est que moi, je veux construire. Je n'ai pas assez d'argent. Ce qui fait que je vais chercher quelqu'un qui peut me faire le travail moins cher. Parce que ce n'est que construire, tout le monde construit. On construit depuis que le monde est monde. Pourquoi je suis obligé de... Celui qui est parti, il a trop appris quoi? C'est un raisonnement, moi j'ai envie de dire, c'est un raisonnement qui se tient. Sauf que c'est comme quand tu pars au marché, on te propose le même article, quelqu'un te dit 2000, l'autre te dit que non, je vends à 25 000. Tu achètes pour 2000, mais tu sais quand même que c'est bizarre. On est d'accord. C'est clair. Puisque tu n'as que 2000. Tu achètes pour 2000, mais c'est bizarre. C'est bizarre. Tu fais donc ça. Et après, il peut arriver que... La différence une des grandes différences entre quelqu'un qui n'est pas professionnel du bâtiment et les autres professionnels, c'est que le professionnel du bâtiment sait ce qui doit être pris en compte. Il sait pourquoi il fait certaines choses. Celui qui va construire comme ça, lui, il sait que c'est comme ça qu'on fait. Oui, je vois. Voilà, il ne va pas te dire que non, on fait ça pour ça. Il sait que c'est comme ça. On a toujours fait comme ça. C'est comme ça que ça donne. Ça donne, il a raison. Sauf qu'un jour, une variante change. Le sol n'est plus le même. Le sol seulement, ça change. Quand on parle souvent de sol dans un projet, pour pouvoir le faire, on fait ce qu'on appelle une étude géotechnique. Donc, on étudie les caractéristiques du sol, puisqu'après tout, c'est ça qui supporte tout. Imaginez vraiment que là où vous êtes en train de marcher, vous marchez sur le papier, un papier qui est suspendu comme ça, vous avez percé le papier, vous tombez, c'est normal. Maintenant, vous mettez tout un bâtiment. Le sol n'est que sol. Il a beau supporter tous les êtres humains, mais ça reste le sol. Donc, si le poids il est trop fort, il descend. Ce qui fait donc que le gars qui n'est pas professionnel du bâtiment, lui, il va se dire, c'est un exemple parmi tant d'autres, que non, on a toujours fait. La fondation, c'est la fondation. Non. Dès que tu cries même un peu sur lui, il dit, bon, on va augmenter la fondation, là. On va faire les grosses semelles là. Lui, c'est que ce sont les grosses. Plus la semelle est grosse, plus ça va. Ça ne résout pas toujours le problème. Parce qu'il ne se connaît pas pourquoi il fait ça. Il sait que c'est comme ça qu'on fait. Il a même la technique. Il fait même ça mieux que toi. Mais toi, tu sais que non. On t'a appris que voilà le pourquoi du comment. Et c'est ça qui te permet de résoudre les problèmes. Parce que nous, on a appelé à résoudre les problèmes de quelqu'un. Le problème de quelqu'un, c'est de construire. Tu es censé faire qu'il puisse construire et vivre dans les meilleures conditions. Donc, c'est ça vraiment la différence entre professionnel et pas. Donc, ça, c'est le premier truc qui va faire en sorte que les bâtiments s'effondrent. C'est que ceux qui construisent ne sont pas toujours des professionnels du bâtiment. L'autre élément, ça peut être, comme on a dit pour la route, peut avoir les changements, le climat, ça peut jouer toujours sur le sol. Parce que tu peux avoir étudié ton sol et tout, mais les conditions changent avec les années. Il y a des facteurs qui n'ont pas été pris en compte. C'est rare, c'est très rare, mais ça peut arriver. Ça peut être l'utilisation qu'on fait de ce bâtiment. Ce sont des choses que les gens ne savent pas, mais ils doivent savoir. Je t'ai fait un bâtiment parce que tu voulais des appartements. Tu es venu me voir, tu dis tu veux des appartements R+, je ne sais pas, 3, ce que tu veux. Moi, je te donne des appartements où je sais que les gens sont censés vivre. Toi, dans ton appartement, je ne sais pas, tu crées une boîte de nuit à un étage. Tu dis n'importe quoi. Tu crées une boîte de nuit ou bien tu installes un bureau qui va utiliser certaines machines qui vibrent, des trucs comme ça. Ça change tout. Oui, puis qu'on est d'accord que un des trucs qu'on voit souvent, ce sont les bâtiments, appartements qui se retrouvent exploités comme bureaux. Maintenant, quand par erreur, et j'ai déjà vu ça, des bureaux sont en fait, des industries, des petites industries. Ça change tout. Donc, il y a l'exploitation qu'on fait du bâtiment. Puisque là, tu vas faire vibrer tout un bâtiment qui t'avait rien demandé, qui n'avait pas été conçu pour ça. Il descend tranquillement. Il n'a pas été conçu pour ça. Il descend. Donc, ça, c'est un autre élément qui peut faire en sorte que ça change. Donc, il y a le fait que ce n'est pas conçu par des professionnels du bâtiment. Il y a les variations de l'environnement, disons ça comme ça. Il y a l'exploitation qu'on fait du bâtiment. Donc, il y a des petits éléments comme ça qui peuvent faire, là, c'est ce qui me vient comme ça, il y a des petits éléments comme ça qui peuvent faire qu'un bâtiment, même s'il était bien conçu,
il est mal réalisé. Et après, il peut aussi avoir tout est bien fait, mais au niveau de la conception, mais pour X ou Y raison, on a utilisé du mauvais matériau. Donc les aciers, tu n'avais pas l'argent, tu as utilisé de moins bonne qualité que ce qui était prévu. Ou même, enfin, il y a des trucs comme ça. Et ça peut aussi être, honnêtement, même si c'est un professionnel qui a fait à tous les niveaux, ça peut être une erreur. Parce que ça arrive aussi. Tu peux... Non, c'est même une raison sur laquelle on doit s'attarder. Parce qu'il y a aussi des ingénieurs très forts, trop forts, qui vont prendre un bâtiment, le concevoir et le dimensionner en une nuit et aller mettre seul, et aller mettre en œuvre. Moi, comme ça, je sais qu'un R+3, je ne peux pas gérer seul. Très honnêtement. Pourtant, quelqu'un va se dire, mais c'est 3 niveaux. Je ne peux pas gérer un R+3 seul, c'est la vérité. Je ne l'ai même jamais fait d'ailleurs. Et tu ne recommanderais même pas? Non, je ne peux pas. Parce qu'il faut au moins, dans le pire des cas, disons, quelqu'un qui va vérifier ce que tu as fait. Au moins. Au moins, ouais. Donc il faudrait quand même que quand tu as vu, quelqu'un dise que, bon non, ça va, je crois que tes hypothèses de calcul sont bonnes, on peut mettre en œuvre ce projet. Mais si toi tu es trop fort, en une nuit, tu as tout fini. Tu jaillis à chaud. Le lendemain, tu es en train de dire que non, implantons comme ça, ça va donner. Non, il faut au moins qu'on vérifie. Donc il y a aussi ça. Le professionnalisme. Voilà, il y a aussi le fait que les professionnels du métier ne font pas toujours bien. Ça peut être une erreur, ça peut être volontaire, mais c'est aussi des éléments qui comptent. Donc, il y a plusieurs facteurs qui peuvent créer les fondements des bâtiments. Et ce que je retiens de ce que tu as dit, c'est surtout un problème de sensibilisation du citoyen lambda. Oui, il faut comprendre que quand on se ment de paix, moi je dis ça à tous ceux qui te suivent et tout, construire coûte cher. Moi dans ma tête, c'est un truc qui, quand je pense à ça, me dit vraiment que... Donc tout le monde là doit comprendre. Non, construire coûte cher. Si tu veux construire quelque chose de bien, ça coûte cher. Et je crois que tous ceux qui ont construit peuvent témoigner là. Je crois qu'il y a les commentaires et tout. Des gens peuvent témoigner. La personne qui dit qu'il a construit, ça stresse, ça coûte cher. Quand tu as pas, même ceux qui ont gardé l'argent, parfois un moment, c'est pas tout à fait ça. Construire coûte cher. Il faut d'ailleurs un truc à mettre dans la tête. Donc, construire coûte cher. Que ce soit une maison très... Quelqu'un vient souvent te voir là que... Non, moi je vais faire un truc simple. Simple c'est quoi? Simple c'est que tu vas aller au marché, tu vas acheter, ça va se mettre là. Non, il faut construire minimum, il faut des poteaux. Bref, désolé, sans même les poteaux, il va quand même te falloir acheter un sac de ciment. Tu vois, un sac de ciment, c'est celui qu'on utilise, c'est 5400 je crois. Tu vas acheter combien de sacs? 2, 3. Construire coûte cher. Prévois un budget, laisse-toi aider, si bien que si tu n'as pas la capacité financière d'aller au bout de ton projet, on puisse quand même t'accompagner de manière à ce que tu réalises une partie en fonction maintenant de tes moyens et tout, en fonction de tes ambitions et tout. C'est aussi ça, être professionnel du bâtiment. Quand tu peux avoir l'architecte, ce n'est pas seulement pour qu'il te dessine des... Non, c'est pour qu'il te dise que bon, je te dessine ça, mais voilà quelles peuvent être les contraintes au niveau de l'urbanisme, au niveau j'ai même envie de dire de la situation de la ville, parce que je ne peux pas être tranquille. Au Cameroun, si on dit qu'on construit un R+15, c'est un projet tellement sérieux que tu vois que l'architecte doit te dire que comme tu construis là, sache que tu es actuellement peut-être parmi les pionniers, parce que ce n'est pas tout le monde qui fait un R+15. Donc si quelqu'un fait ça, c'est qu'il est extrêmement riche. Ouais, bon, pas extrêmement, mais il est riche. Il est riche. Voilà, donc il faudrait qu'on te dise que bon, comme tu vois là, ça attire l'attention. Un professionnel du bâtiment, c'est celui qui est capable de te dire ça, de voir quels sont les tenants et les aboutissants de ton projet. Pas seulement dire que non, le béton c'est comme ça, il va falloir des aciers comme ça, on va finir le chantier ici en mai. Non, c'est beaucoup plus que ça. C'est quelqu'un qui conseille, quelqu'un qui éduque même. Donc il faudrait vraiment garder ça à l'esprit. Construire coûte cher. Là maintenant tu nous donnes des leçons de professionnalisme. Je vous disais que c'est le plus professionnel de mon répertoire. Donc au-delà de nous parler du développement des villes, il nous donne aussi un peu de cours de professionnalisme. On parle un peu de développement personnel. On va aussi parler d'inondations. Oui. Pourquoi les inondations deviennent de plus en plus récurrentes? Ça entre même dans l'assainissement dont on a parlé, parce qu'il y a l'assainissement liquide, il y a l'assainissement solide. Quand on parlait de gestion des déchets, tout c'est l'assainissement solide. Et maintenant, dans l'assainissement liquide, on va donc parler des inondations qu'on résout souvent avec des souvent avec des infrastructures de drainage. Où il y a beaucoup de projets dessus. En fait, dans ma tête, quand je vois une thématique, je pense d'abord au projet qu'il y a dessus et tout. Il y en a au Cameroun. Je n'en identifie pas vraiment qui me viennent là dans d'autres pays africains. Mais au Cameroun, il y a je crois qu'il y a un projet d'assainissement de Yaoundé qui était financé par la Banque africaine de développement
qui consistait à faire que l'époque où parce que moi j'ai fréquenté à l'époque au secondaire dans la zone de Ouadala, et à l'époque il pleuvait, les voitures circulaient pas, genre l'eau arrivait vraiment au niveau des moteurs et tout, ce qui fait qu'il a fallu drainer ça. Il fallait drainer, créer le drainage, l'évacuation des eaux par les égouts et tout, que la route elle-même puisse permettre le ruissellement et tout. C'est tout ça qu'on prend en compte. On voit qu'on revient toujours sur la route. On revient toujours sur la route. Bon, pas sur la route, tu vois que tout y a une liaison. Voilà. Donc il va falloir que la route puisse faire en sorte que l'eau circule. L'eau qui circule, elle va où? Pas des caniveaux, elle doit être transportée. Elle est transportée pour où? Soit vers j'ai envie de dire, mais un cours d'eau, puisque c'est généralement l'eau de pluie, un cours d'eau, et le cours d'eau lui-même, son lit est comment par rapport à la situation de la ville? Est-ce que en cas de crue, ça déborde? Est-ce que tout ça, ça joue? Donc c'est vraiment assez complexe. Pour moi, c'est un des domaines quand même les plus complexes, parce que ça doit prendre en compte des infrastructures qui existent souvent déjà. Et la moindre erreur quand même, parce que si tu as juste une pente n'est pas très bien faite, si l'eau elle est vraiment d'une certaine quantité, elle ne circule pas bien. Si le diamètre de certains pipes, tuyaux, n'est pas assez grand, ça peut faire en sorte que malgré qu'il y ait ce tuyau-là, l'eau n'est pas évacuée assez vite. Donc ce qui cause les inondations actuellement, j'aime bien la question des changements climatiques parce que c'est une réalité qu'on vit. On ne sait plus. Voilà, et nous, j'ai envie de dire que nous, on est bien lotis. De nos côtés, de nos frères d'Occident, là-bas, je crois que chez eux, c'est même peut-être pire. 2024 ou 2025, c'était l'année la plus chaude enregistrée depuis. Je ne sais plus depuis combien de temps, mais je crois que c'était l'année la plus chaude. Donc, les accords de Paris, tout ça, on commence à voir pourquoi de ces accords. Parce que cette question est quand même assez pertinente actuellement dans la mesure où la plupart des constructions qu'on fait, il suffit plus de les faire pour assurer la tâche, pour assurer la fonction de l'ouvrage. Donc si je fais un pont, il ne suffit pas que je fasse un pont pour que les gens traversent. Il faut aussi que je fasse un pont qui ne dérange pas trop l'environnement, qui ne perturbe pas trop l'écosystème. Tu vois, donc le projet ne devrait pas dire qu'on rase une forêt pour garder le pont. Le projet ne devrait pas créer des émissions de serre tellement importantes que finalement ça cause plus de problèmes que ça n'en résout. Donc moi j'ai envie de dire, il y a déjà ça, il y a cette question du changement climatique. C'est ça qui a créé beaucoup de choses dans la région de l'extrême nord l'année passée. Donc il y a ça. Il y a aussi le fait qu'on n'a pas de plan d'assainissement, pas toujours des documents d'urbanisme. Là, je crois que la quasi-totalité des villes au Cameroun n'en ont pas. Certains ne savent même pas ce que c'est, même dans le domaine. Donc il faudra aussi ça. Et une fois qu'on l'a, il faudrait maintenant lancer le projet. Ça, c'est la partie conception. Il faudrait maintenant lancer les projets qui feront en sorte qu'on met en œuvre des ouvrages de drainage pour éviter ces inondations. Parce qu'on lutte contre beaucoup de choses, mais on ne peut pas lutter contre la nature. Ouais. Vous supposez, vous réussissez à suivre cette année. L'année prochaine, il y aura tous les pluies. Parce que c'est cyclique. Tant que vous êtes là, en fait, la nature n'est pas pressée. Vous allez tourner, vous allez partir. Mais ça va rester. Donc, c'est un problème qu'on est obligé de résoudre. Si ce n'est pas tout, ce sera tard. Mais en attendant, il y a des gens qui vont souffrir. Donc, ce qui cause ça globalement, c'est le climat, les changements climatiques, le fait qu'on n'ait pas de documents d'urbanisme, la mauvaise organisation, répartition spatiale, les constructions précaires, tout ça. C'est ça qui peut causer, si quelqu'un peut se loger juste à côté d'un cours d'eau, c'est un problème. C'est un problème. Donc c'est tout ça qui va causer des inondations. Il faudra aussi que le pouvoir public lui dise non, on ne peut pas construire là, parce qu'il y a des zones non constructibles. Et c'est pour le bien de la population, c'est pas pour... Et tout ça passe donc par des documents d'urbanisme. Excellent. Maintenant, on va parler du rôle de l'ingénieur du génie civil dans le développement des villes. D'abord, de manière concrète, pour toi, quel rôle a l'ingénieur du génie civil à jouer dans le développement des villes en Afrique? Bon, l'ingénieur du génie civil, là je vais d'abord reprendre le docteur Bouemba, le directeur adjoint de l'école des travaux publics. Il a dit une fois, ça m'avait beaucoup amusé, que en fait tout est génie civil, à la base. Parce qu'on parle souvent d'architecte, de topographie et tout, mais pour moi qui aime mon métier et qui va toujours le défendre, peu importe les conditions, je le rejoins parce qu'il avait dit tout est génie civil dans la mesure où, à la base, il y a le génie civil
Et vu que il avait utilisé le terme pouvoir, je crois, que ces pouvoirs sont très importants, il a préféré les répartir. De là naît le topographe, l'architecte, tous les autres corps de l'urbaniste, tous les autres corps de métier. Parce que le génie civil, à la base, tout est génie civil. Donc, notre rôle, je disais ça pour dire que ce n'est pas l'ingénieur du génie civil, c'est aussi l'architecte, c'est aussi le topographe, c'est aussi l'urbaniste, c'est aussi l'environnementaliste. Tous cela sont concernés. Et notre rôle, c'est déjà de planifier la ville. Parce que ce qu'on dit souvent, c'est que le génie milliard, vous allez aller construire, vous avez des projets de construction. Non, il y a aussi des ingénieurs très dévoués qui travaillent sur la conception de ces projets-là, sur le suivi de ces projets, sur la réalisation. Donc, c'est vraiment plusieurs étapes où chacun a son rôle. Maintenant, ceux qui travaillent sur la conception, qui vont travailler pour tel ministère ou bien pour telle communauté urbaine ou commune, il a aussi son rôle de pouvoir dire que ma commune manque de ça, de tel document, il faudrait que je puisse faire en sorte qu'on l'ait. Donc, il y a ce rôle de conception-là, ce rôle de conseil, on va dire. Ça, c'est au niveau du développement de la ville. C'est valable, comme j'ai dit, pour tous les autres corps de métier, architectes et tout. Maintenant, l'ingénieur est aussi celui qui va conseiller le particulier, conseiller le privé, lui dire que, bon, tu veux faire ta construction, toi tu veux que les boutiques aient directement accès à la route, mais il y a un recul. On ne construit pas directement sur la route, c'est un problème. C'est un problème. Mais on observe le problème là. Lui, il va te dire que non, il faut que le gars qui est en train de passer là puisse acheter. Ça crée encore la congestion. On parlait tout à l'heure. Il va te dire que non, celui qui passe en route doit pouvoir acheter. Il a raison. Au niveau du calcul de son business, c'est très bien pensé. Mais il y a des règles. Il y a un recul qu'on doit observer par rapport à une route pour la sécurité des usagers. Donc c'est toi, l'ingénieur, qui doit lui dire que voilà comment ça se passe. Voilà comment il faudrait que ça se passe. Il y a maintenant celui qui valide les plans que tu fais. Parce que comme j'ai dit, tu ne peux pas travailler sur un projet seul. Il y a des gens qui doivent valider. Il y a des gens qui doivent approuver. Donc il y a peut-être, je ne sais pas, celui qui travaille à la commune, à la communauté urbaine, quand tu dois aller chercher le permis de bâtir, qui doit vraiment vérifier que c'est son rôle. Il est payé pour ça. C'est même pas que ça doit être fictif ou bien on ne doit pas entrer dans certaines choses qu'on dénonce souvent. Ça doit être vraiment son rôle de dire que maintenant, s'ils ont fait ça, il y a problème. Ou bien ça va, c'est très bien fait, il n'y a pas de souci ici, j'approuve. Donc voilà à quelques niveaux, quelles sont les implications qu'on doit avoir. Mais j'insiste plus sur le rôle de conseil, sur le rôle de pas metteur en scène, mais d'appui, de soutien qui fait en sorte que voilà comment on devrait faire les choses pour les faire bien. D'accord. Mais avec ce que tu dis, quand j'observe l'architecture de nos villes, j'ai l'impression qu'en fait, les ingénieurs n'existent pas ou ne font rien. Non, c'est juste qu'on a beaucoup de problèmes. Le problème, c'est toute la pauvreté. Et parfois, si un client, moi je parle honnêtement, et je crois que tes collègues, des confrères seront d'accord avec ça. Si tu as un client qui vient te dire, moi je veux construire comme ça et tout, tu lui dis, non mais monsieur, on ne construit pas comme ça, c'est pas dans les règles de l'art. Moi, mon métier, je l'ai appris. Il dit, ok, il va aller voir ailleurs. Et tu vois, tu as des problèmes. Donc tu vas lui dire que, en fait, je crois qu'on peut construire comme ça. Et tu changes de version. C'est ça qui n'est pas bon. C'est aussi ça que... Et là, le problème va se créer parce qu'il y a quelqu'un qui doit approuver, qui on ne sait pas s'il va approuver ou pas. Pourtant, on était tous sûrs qu'il ne va pas. Non, c'est que tu n'as pas à t'inquiéter. Oui. Tu sais que la personne qui va mal faire ne sera pas approuvée et tu pourras dire au client que je te l'avais dit. Mais si tu n'as pas la confiance, tu vas dire que bon, finalement, je crois que votre idée n'est pas trop mauvaise. On peut faire quelque chose. Et tu te retrouves en train de construire quelque chose. Tu sais que c'est pas ça. Mais il faut manger. Voilà. Il faut manger. Non, le problème c'est toujours la pauvreté. La pauvreté. C'est toujours la pauvreté. Et est-ce que personnellement, tu as déjà eu à travailler sur des projets de développement urbain? Sur des projets de développement urbain, oui. Oui, en bureau d'études, j'avais travaillé sur l'entretien de certaines voiries de Yaoundé. Je crois que c'était même dans le cadre du PDVIR de la Banque mondiale. J'ai aussi travaillé sur un projet récent, la construction des toilettes publiques à Yaoundé. Mais mon projet qui concernait le plus le développement urbain, c'était l'analyse justement du secteur urbain au Cameroun. Je pense que c'est ce qui me donne la légitimité de parler de ça aujourd'hui avec toi, quand j'étais à l'Agence française de développement, qui est un bailleur de fonds qui soutiennent des projets comme ça. Donc c'est ça qui m'a permis aussi de mieux comprendre certaines réalités qu'on vit. Et
voilà, donc j'ai d'ailleurs eu à travailler quand même sur des projets. Sinon, je ne pense pas que je pourrais répondre à toutes tes questions parce que, voilà. Il faut quand même une expérience du terrain. Un peu. Oui, il faut ça. Et comme tu parles même justement du problème des toilettes publiques, chez nous, on sait vulgairement que les toilettes publiques, c'est tout endroit où il y a les herbes. Pourquoi on manque de toilettes publiques dans nos villes? Bon, je crois qu'on en manque peu parce qu'en réalisant le projet, je me suis rendu compte qu'en fait, il y en a beaucoup. Ah Ce bon? qu'on proposait, c'est vrai que la solution qu'on proposait dans l'entreprise où j'étais, c'était quelque chose d'assez innovant, d'assez moderne, d'assez bien. Je crois que ça s'observe partout. Je crois qu'il y en a à Ouada, à Katios. Il y en a dans la ville de Yaoundé. Maintenant, quand vous regardez bien, même à Mokolo, j'avais remarqué un jour qu'il y a sur peut-être 100 mètres, il y a 3 toilettes. Moi, je me demande bon? si ça... Oui, sauf que la plaque déjà elle est cachée, les toilettes, mais il faut entrer. Mais il y en a, ça existe déjà. Ah bon? C'est pour ça que vraiment, la personne... Moi, je dis toujours, quand tu fais quelque chose, ça va. Si tout le monde fait ça, c'est bon. Donc la personne qui se met à l'aise en route, il a un besoin pressant. Ça se comprend. C'est normal. Mais, pour dire que ce besoin a été tellement pressant et qu'il n'a pas trouvé, c'est difficile. Mais tu dis qu'il y a les toilettes publiques. Je prends un exemple concret. Quelqu'un quitte le Séting Guakele, il longe jusqu'au Kradat ici à Yaoundé. Il trouve les toilettes publiques. Bon, là je sais pas, j'ai envie de dire non. Mais Et s'il dans ma tête, je vois une plaque quelque part là. Et s'il a une envie pressante. Bon, il se retient. Et je crois que s'il s'il n'est pas un ingénieur du génie civil comme toi. L'esthétique pour le truc, il entre au esthétique, il demande les toilettes. Je pense pas qu'on va lui refuser ça. Je crois que c'est humain. Nous tous, on est conscients du fait qu'on peut tous avoir cette envie-là. Si c'est trop fort, tu entres dans un établissement, là, tu dis que vraiment, les gars, il y a les toilettes ici, non. Je veux pouvoir me mettre à l'aise. Sauf que c'est différent des toilettes publiques. Oui, Sauf que c'est différent. Parce que je suis quand même sûr qu'avec les toilettes publiques, c'est plus facile, tu es plus à l'aise dans ton esprit que de devoir demander dans un... Oui, mais on est aussi dans un contexte de contraintes. Si tu as des contraintes, tu ne vas pas faire la fine bouche. Bon, c'est un peu ça. Je conçois quand même que parmi les services urbains qu'on délivre, je crois que c'est même plus à Yaoundé à Douala qu'on va avoir un truc comme les toilettes publiques. Dans les autres villes, c'est pas un truc très prisé et tout. On a espoir que ça va peut-être changer. Mais pour le moment, c'est la réalité qu'on vit, on essaye de faire avec. La contribution de chacun devrait être que, bon, je ne contribue pas à empirer la situation en me mettant à l'aise, en choquant les populations et tout. Donc, c'est mon avis. Et est-ce qu'il y a une anecdote sur le terrain qui t'a marqué quand tu travaillais sur un projet de développement urbain? Bon, là, il n'y a pas... Il me vient rien. Il me vient rien. Rien de particulier à l'esprit. Et est-ce que les ingénieurs africains ont les compétences pour réaliser des projets de grande envergure, comme les stades, par exemple, les barrages? Bon. Est-ce que tu penses que les ingénieurs africains ont... Bon, déjà, j'ai un problème. La grande envergure, c'est quoi? Bon, tu sais, moi, je parle du point de vue d'un profane. Pour moi, quand je dis envergure, je pense au stade. Voilà, parce que c'est ça. Sinon, on a des barrages. Oui. Il y a des gens qui construisent des tunnels sous la mer. Oui, oui. Ça, c'est une grande envergure. Mais là, le stade, c'est quoi? Le stade, ce sont les gradins. Un terrain, encore que le terrain, chacun met ce qu'il veut dessus. Un terrain et les gradins, ça vous fait un stade. Maintenant, après, vous mettez les services à côté, peut-être vestiaire, toilette et tout. C'est fini. Donc ça, ce n'est pas un projet de grande envergure. Non, je envergure. sais, c'est pour ça que je dis c'est quoi un projet de grande envergure. C'est même bien. Peut-être dans notre contexte, au vu du financement mobilisé, au vu de l'importance du projet et tout, on peut se dire, ça va, ça c'est un projet de grande envergure. Nachigal, comme ça, on peut se dire c'est un projet de grande envergure. Mais au fond, Nachigal, c'est quoi? Un barrage qu'on a conçu, de créer, de mettre le béton, de lire les plans, de mettre le béton, que quelqu'un coordonne tout ça, que les électriciens fassent leur travail. Donc, quand on décompose l'envergure, elle change. Maintenant, est-ce que les ingénieurs africains ont la capacité de réaliser les projets de grande envergure? Ouais, bon, peu importe l'envergure, mais moi, je dis oui directement. Je dis oui, pourquoi? Ingénieur, c'est quand même un métier. J'ai envie de dire, c'est une vocation, je pense. Ça doit être la vocation de certains. Parce que aller se dire que je vais faire un métier dont le nom a pour racine génie, il faut avoir un certain cran. Oui, c'est quand même vrai.
Tu es ingénieur, tu sais de quoi je parle. Parce que moi, c'est dit que... Je fais un métier, on a mis génie voilà, dedans. je me dis souvent que les gars qui sont ingénieurs doivent, de temps en temps, pour rien comme ça, tu commences à utiliser des gros mots. Tu commences à parler seul. Tu commences à faire les calculs sur le mur. Il faut quand même qu'on comprenne qu'il y a le génie en toi. Oui. Même si tu as besoin des faux calculs, même si tu écris des choses qui choquent, tu commences à dire que vraiment... tu changes même de ton. Tu parles, mais tu cherches l'arabe, tu apprends, tu commences à te donner les mots en arabe. Tu dois sortir du commun. Voilà, parce que tu es génie. Tu es censé représenter, tu n'es pas forcément un génie, mais tu es censé représenter un génie. Quand on dit génie civil, donc tu es censé représenter ça. Donc, si tu me dis que tu représentes le génie quelque chose et tu n'as pas les compétences, non, il y a problème. Clairement. Parce que l'envergure, c'est quoi? Je n'avais jamais vu les choses non, comme quand ça. on me dit qu'un projet de grande envergure, il y a des gens qui l'ont fait. Le problème qu'on a en Afrique, c'est quoi? C'est que certains ont rencontré certains problèmes avant nous. Et c'est tout. Et ils ont rencontré ce problème avant nous parce qu'ils sont dans des conditions plus difficiles. On est naturellement bien lotis. On a le soleil, on a la pluie. Les gens vous disent qu'ils ont les moins 5 degrés. Il y a même les moins 20 degrés. Vous n'allez pas être fort comment? Vous n'allez pas vouloir créer des choses. Vous créez. Quand vous créez, donc ça vous créez peut-être la voiture. Vous créez maintenant après ça le génie mécanique, le génie automobile, le génie ce que vous voulez. Vous dites, non, ça va. Ceux qui conçoivent les voitures sont les génies, sont des ingénieurs. Mais c'est qu'ils ont répondu à une problématique qu'ils avaient au moment là. Nous, comme ça, quelqu'un a son champ derrière la maison. Il va créer la voiture, il part où? Ou bien, quand il doit aller, supposons, il doit aller dans un autre village, il sait que ce sont ces 3 jours de marche, ou même s'il a un animal pour le... Il n'y a pas le problème d'aller voir. La nature est tellement généreuse. Voilà, nous, on était bien. Donc, on a le fait que nos frères d'Occident ont rencontré des difficultés, certaines difficultés avant nous. Maintenant, ils implémentent certaines choses, ça marche pour résoudre leurs difficultés. Et ils se disent, ça peut se faire ailleurs. Et eux-mêmes, qu'on ne se demande pas. Ici, ils viennent ici, c'est parce qu'ils cherchent de l'argent. C'est parce que c'est un marché à prendre. C'est pas forcément que... Puisque quand vous vous intéressez à ces boîtes-là, beaucoup de gens qui travaillent dans ces boîtes, que ce soit là-bas, que ce soit ailleurs, il y a des Africains. Ici, même quand ils viennent, ils sont obligés de recruter la main-d'œuvre d'ici. On va pas me dire qu'ils viennent avec tout leur personnel. C'est pas possible. Ce qui fait que même ceux qui ont déjà travaillé sur un projet comme ça, je crois qu'ils peuvent le faire. Nous, à l'école des travaux, on a appris, j'ai envie de dire qu'on a pris le marteau pour tuer la mouche. On a appris des choses. Je crois que s'il y a des gens de l'école des travaux qui suivent ça, ils pourront vous dire. Ils ont appris des choses. J'ai envie de dire, il y a un prof, je ne sais plus lequel, qui disait que vous êtes des petits dieux. On maîtrise, on pense que quelque chose, ça existe. Et tu me dis que quelqu'un n'a pas les compétences de faire. Il n'a pas les compétences de quel projet d'envergure. Il peut faire tout ce qu'il veut. Il crée. Et de là même, ce n'est pas propre aux ingénieurs. Je parle souvent de potentiel infini de l'être humain. Tout ce que tu peux faire, tu peux le faire de manière extraordinaire, que ce soit bien, que ce soit mal. Mais ce qui est sûr, c'est que tu peux le faire. Donc même si, je ne sais pas, tu es commerçant, tu es motoman, tu fais ce que tu veux, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais maintenant, toi, tu n'as pas de pression parce que tu ne représentes pas des génies. Mais quelqu'un qui représente des génies, il ne peut pas faire tout ce qu'il veut. C'est un charlatan. C'est un menteur, c'est même un bandit. Donc oui, ça c'est une question sur laquelle il ne faudrait même pas méditer. Les ingénieurs africains ont la capacité de faire certaines choses. Et en 2026, tout s'apprend, tout peut se faire rapidement. L'information a été démocratisée. Voilà. Et qu'est-ce qui fait donc selon toi qu'on préfère appeler l'expertise étrangère pour réaliser certains projets de grande envergure chez nous? Donc déjà c'est le business. On appelle l'expertise étrangère pourquoi? L'expertise étrangère, elle est localisée, son siège ailleurs. Donc les redevances qu'elle doit payer, les cotisations qu'elle doit payer, les impôts qu'elle paye, c'est à un autre État. Donc l'État là, a intérêt à ce qu'elle puisse gagner le maximum d'argent pour payer le maximum d'impôts. C'est l'économie. Moi je n'ai pas fait économie et tout, mais c'est ce que je comprends de l'économie. Ce qui fait que si on a les moyens de l'encourager à aller chercher les marchés ailleurs, ça va. Maintenant, si elle connaît quelque chose qu'on ne connaît pas encore ailleurs, elle a intérêt à aller mettre ça en œuvre là-bas. Et même, moi je dirais, de ne pas vulgariser son savoir. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle, comme tu me demandais au début, est-ce que ma formation s'est bien passée? Elle s'est très bien passée. Et je salue vraiment le partenariat que l'école des travaux a eu avec l'université de Padoue. Parce que ça nous a permis de comprendre, puisque nos profs sont italiens. À quel moment tu vas comprendre? Puisqu'il parle, tu comprends. Lui-même, il te note. Il voit que... La différence entre vous, c'est donc quoi? Puisque c'est la même chose qu'il enseigne aux Italiens. Tu vas pas me dire donc que les Italiens sont plus forts que nous. Non. Et eux-mêmes, ils ont souvent dit ça, que quand on voit le contexte,
vous n'avez pas des infrastructures. Quand on va vous dire peut-être, on imagine certains trucs en laboratoire, vous n'allez pas faire. Mais vous, ça va. Vous réussissez à comprendre les concepts et tout. De manière à ce que ceux qui voyagent même encore proposent des choses magnifiques. On le voit tous les jours sur Internet. Donc, à quel moment vous n'avez pas les compétences? Et pourquoi alors on ne fait pas appel à vous chez nous? J'y venais. Maintenant, quand on encourage une entreprise extérieure à gagner un marché dans d'autres pays, c'est bien pour l'État, c'est bien pour l'entreprise, c'est bien pour tout le monde. Et ça se fait comment? La plupart des marchés, c'est vrai que là on entre un peu dans la gestion, dans la structuration de projets, les appels d'offres et tout. Mais quand un ministère ou une mairie veut réaliser quelque chose, genre j'ai conçu un plan, je vois que à Yaoundé on a besoin de quelqu'un pour gérer, je sais pas moi, les poubelles, pour nous construire un système pour gérer nos poubelles là. On n'a pas encore fait ça ici. Et on n'a pas vrai. On a des gens qui peuvent penser le projet, mais ils ne l'ont pas encore fait. Et c'est souvent ça qui est dangereux. Quelqu'un peut sortir de l'école, il peut, mais il n'a pas encore fait. Donc, faire confiance, c'est bizarre. Donc, quand l'entreprise étrangère vient, déjà, pour moi, elle aurait intérêt à ne même pas vulgariser son savoir. Elle peut le faire. Certaines entreprises le font, c'est même parfois dans les appels d'offres et tout. Mais quand la mairie, elle lance l'appel d'offres, elle dit les entreprises qui se sentent capables de postuler. Tu vois, déjà qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises camerounaises qui pourront le faire si elles n'ont pas l'expérience. Maintenant, les entreprises capables sont des entreprises étrangères. Et ce qui se passe souvent, c'est que parfois le financement, il n'est pas camerounais. On ne finance pas avec le budget d'investissement pour cette année-là. Ce qui fait que si c'est un don, une subvention, un prêt d'un organisme de financement, qui, dans ses règles, a dit qu'il voudrait voir une entreprise étrangère, vous n'avez pas le choix. C'est autant de raisons qui peuvent faire en sorte qu'on va recruter une entreprise française, une entreprise italienne. Il y a aussi des partenariats économiques entre les États qui font en sorte que, ok, on va vous concéder ça sur la dette peut-être et vous allez recruter comme ça ou bien exporter comme ça. Donc là, je crois qu'il y a des enjeux plus économiques que techniques qui font en sorte que ce ne sont pas toujours les Camerounais qui construisent des choses des Camerounais ou les Africains qui construisent des choses des Africains. D'accord. Si tu avais la possibilité de changer une chose dans la manière dont les projets de développement urbain sont gérés en Afrique, tu changerais quoi? Si j'avais la possibilité de changer une chose, je dirais la planification. Parce que, comme j'ai pu le dire à plusieurs reprises, on manque de documents de planification. Et comme je l'ai encore dit, si on conçoit bien les choses, c'est beaucoup plus facile de les mettre en œuvre. Donc, je dirais la planification. Là, on va passer d'une planification réactive à quelque chose de plus pensé, à une planification poussée. Au lieu de dire que, il y a eu une inondation, on va réagir. Il y a eu ça, donc pour moi, ce serait ça. Je crois, c'est ce qui me vient comme ça. D'accord. Et quelle place à donner à nos matériaux locaux? Par exemple, les briques de terre, le bois, les pierres locales. Est-ce que la technologie africaine de construction est une technologie qui serait intéressante de vulgariser pour le développement des villes? Clairement, la technologie africaine regorge de merveilles. Quand on s'intéresse au sujet, quand on regarde des vidéos, on lit dessus, c'est magnifique. Il y a certains qui proposent des choses magnifiques dessus. Je crois par exemple, il y a une entreprise, je ne sais pas si je peux donner les noms des entreprises. Vas-y. Smexal, je crois, qui est spécialisée dans les briques de terre. Je n'ai pas encore eu l'occasion de travailler avec eux, mais je sais qu'ils font de belles choses. Ils font d'assez belles choses. Et quand vous voyez la construction en terre, il y a quand même un côté esthétique, un côté africain, disons ça comme ça. Même quand la brique de terre n'est pas propre à nous, mais il y a des choses. Nos matériaux locaux sont vulgarisés. Quand on vous dit que les gens peuvent construire en pierre et tout, imagine, tu fais ta fondation pour certains ouvrages en pierre, vous gagnez même parfois en argent et tout. On a tout à y gagner, à vulgariser ça. Et je crois que ça se fait quand même de plus en plus à cause des questions de changement climatique dont je parlais et tout. Ce sont des choses, si on le fait, on va le faire tôt ou tard. Ça pourrait être tard, on pourra avoir perdu un peu avant, mais il y a quand même à y gagner. D'accord. Là, on s'achemine vers la fin de cet entretien très riche. Est-ce que tu as un message à adresser aux citoyens lambda
dans le rôle qu'il a à jouer pour le développement de nos vies. Aux citoyens lambda, dans n'importe qui, ce que je peux adresser comme message, mets-toi à la place de l'autre. Donc, est-ce que ce que tu fais, tout le monde pourrait faire comme toi et il n'y aurait pas de problème? Est-ce que si tu te mets à l'aise en route, tout le monde peut se mettre et ça va? Si ça va, il n'y a pas de souci. Est-ce que jeter les ordures en route, tout le monde peut le faire et ça va? Si ça va, il n'y a pas de souci. Est-ce que quand tu as quelqu'un dans ton taxi ou sur ta moto, tu peux te permettre les fantaisies au volant et ça va? Si ça va, il n'y a pas de souci. Est-ce que quand tu vas sur le trottoir, tu sais que tu es sur le trottoir, quelqu'un passe là, bousculer ta marchandise, tu dois directement te monter sur tes grands chevaux et commencer les problèmes? Si ça va, il n'y a pas de problème. Donc mets-toi à la place de l'autre. Je pense que si on se met tous à la place de l'autre, on va gagner plein de choses. Donc si on sait que moi, en faisant mes travaux peut-être d'ingénieur, je vais déranger des populations, qu'est-ce que je peux faire? Je gagne quelque chose, les gens gagnent quelque chose. Si c'est qu'en faisant mon travail, mon métier, je me mets à la place de l'autre, on a tout à gagner. Donc mon message, c'est mets-toi à la place de l'autre. D'accord, très beau message, mais tu t'attaques quand même à peut-être 95% de la population. On est frère, on va se Tu es prêt pour les représailles? Non, c'est à toi qu'on va faire les représailles, c'est pas ma chaîne. N'est-ce pas? Et là, tu t'adressais aux citoyens lambda. Oui. Un message pour les ingénieurs du génie civil comme toi. Un message pour les ingénieurs. Bon, soyez professionnels, be professionnel. Comme tu as dit, c'est mon slogan. C'est ce que je défends vraiment avec la dernière énergie. Être professionnel, c'est quoi? Faire ce qu'on a fait du mieux qu'on puisse le faire. Faire ce qu'on a fait du mieux qu'on puisse le faire. Ça veut dire que si on reprend l'exemple du client de tout à l'heure qui te dit qu'il veut construire comme ça, le mieux que tu puisses faire, c'est lui dire que voilà comment on doit faire. Et si ce n'est pas possible, on peut comprendre que ce soit dur. Le problème, c'est la pauvreté, comme je dis, mais être professionnel voudrait dire que tu refuses le marché pour ton intégrité, pour l'éthique et tout. Donc, faire ce que tu as fait, c'est aussi pouvoir dire que tu ne connais pas telle chose, tu dois encore apprendre, même si tu n'es plus à l'école. Tu dois continuer à apprendre et tout, parce que c'est ça que tu as fait, c'est ça qui va faire que tu puisses représenter le génie. Donc, be professionnel. Be professionnel, magnifique. Et maintenant, après t'être adressé aux citoyens lambda, à l'ingénieur du génie civil, oui, un message pour les dirigeants. C'est fort. Un message pour les dirigeants. Je crois que c'est le même, be professionnel, parce que les dirigeants, je crois que pour la plupart, sont nos papas, nos mamans. Donc, je peux être conscient. Je crois que si quelqu'un a seulement, je ne sais pas moi, diriger une communauté pour le 2-0, il sait comment c'est dur de gérer les gens. Donc, moi, je pense, je ne suis pas de ceux qui disent que c'est la faute de. Non, c'est pas celle. Oui, c'est leur responsabilité, mais est-ce que c'est seulement leur faute? C'est compliqué. Donc, mon avis est qu'ils ont une charge assez lourde. Ils ont les avantages qui vont avec, c'est vrai. Mais s'ils se concentrent sur les avantages, s'ils sont concentrés sur les avantages, c'est un problème. Ils devraient se mettre à la place de l'autre et être professionnel. Donc je concilie les deux messages pour eux. De manière à ce que si je suis à la tête de tel ministère, est-ce que ce que je propose, c'est vraiment le meilleur que je puisse proposer en termes de service? Si oui, ça va. Si c'est que c'est ça, ça va. Super. Mais sinon, il y a encore des choses à faire. La dernière question que je vais te poser, est-ce qu'il y a un ou plusieurs points que tu aurais aimé qu'on aborde dans cet échange qu'on n'a pas abordé? Non, on peut aborder plein de trucs. Il y a des points, j'aurais pu les développer encore plus, notamment quand on a commencé à parler de gestion de projets d'infrastructure. Parce que je pense que c'est aussi un des trucs que, bon, les Africains, je ne sais pas, mais les Camerounais doivent savoir comment est-ce qu'on fait, comment est-ce que ça se passe normalement. Tout le monde ne le sait pas. Comment ça se passe pour qu'un marché puisse être attribué à tel ou à tel. Quand on parle des milliards, là, c'est comment? Donc oui, je crois qu'on pourrait parler des projets d'infrastructure de manière générale, pas seulement le développement urbain, que j'aime aussi beaucoup. On pourra faire une émission dessus. Bon, on pourra faire toute une émission dessus, parce que tel que tu en parles, ça allait d'être un sujet assez dense et très intéressant. Il y a beaucoup de sujets denses dessus, et je crois que les auditeurs pourront aussi dire s'il y a des points à développer et tout. Donc moi, vraiment, tout ce qui concerne mon travail, je pense. N'hésitez pas à donner même des sujets pertinents en commentaire. Vous voyez qu'il est d'abord vaste, lui parle de tout. Donc, s'il y a quelque chose qui vous intrigue... Je ne peux pas parler de l'informatique, par exemple. C'est la modestie. Donc, s'il y a quelque chose qui vous intrigue dans la construction, dans le génie civil, vous mettez en commentaire, on pourra faire une émission avec lui. Donc là, on est arrivé à la fin de l'échange, on est arrivé à la fin de
de l'entretien. Merci à toi d'être arrivé ou de nous avoir suivis jusqu'à présent. Ce fut un plaisir d'avoir pu te retenir jusque-là. J'espère que tu as apprécié l'échange. J'espère que tu as appris beaucoup de choses. Moi, j'ai beaucoup appris. J'ai vraiment apprécié. Et comme je te disais en début d'émission, nous sommes sur Dioson d'abord. Ici, nous Dioson de mindset, d'Afrique, de société. Donc, si c'est des sujets qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner. Ça fait plaisir, ça permet de soutenir. Et en plus, ça ne coûte rien. Aujourd'hui, on discutait avec celui que j'appelle l'individu le plus professionnel de mon répertoire. Tu vois qu'en plus de nous avoir entretenus sur la problématique du développement des villes en Afrique, il nous a aussi fait un magnifique exposé de professionnalisme. Parce que je ne sais pas si tu as remarqué, à chaque réponse qu'il donnait, il fallait qu'il aborde un peu le volet professionnalisme. Donc, c'est dans son sang. C'est dans son sang, il ne peut pas faire sans parler de professionnalisme. Donc, j'ai vraiment apprécié l'échange avec toi. Moi aussi. C'était magnifique. Et je te laisse le mot de fin pour dire au revoir à tout le monde. Mais que dire, il n'y a pas soyez professionnel. C'est tout. C'est tout ce que je peux dire. Donc on peut se lever. Magnifique.